Salut tout le monde, bienvenue dans ce 25e épisode d'Overtime. Nous sommes le lundi 28 février, je suis Pascal Eberhardt et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette émission où nous parlerons dans l'ordre du HC Ajoie, de Fribourg-Gotteron, du HC Bienne, du Lausanne Hockey Club et de Genève Servette. Genève Servette avant Lausanne. Et pour cette émission, je ne serai pas tout seul puisque je serai accompagné de deux de mes collègues, à commencer par Jérôme Beuchat. Salut Jérôme. Salut Pascal, bonjour à tous. Et de Stéphane Rochette. Salut Stéphane. Hoi Tom. Et puis salutations à vous dans le chat. Simon, Richard, Jean-Henri, un deuxième Richard, Sarah, Christophe, Oriane, Elodie et Marc qui nous ont déjà dit bonjour. Vous pouvez bien évidemment utiliser le chat pour nous envoyer vos questions, vos commentaires, réagir à ce que l'on dit. On a un œil attentif dessus bien évidemment. Et puis avant de commencer, un petit erratum par rapport à la semaine passée, une question, on a fait une petite faute sur une question de Vladi qui nous demandait si Wolf par exemple pouvait aller jouer à Fribourg. On a eu des remarques de la part de joueurs qui sont plus ou moins concernés par ceci. Si les démarches administratives ont été faites à temps, c'est-à-dire avant le 15 février ou le 1er mars, pour les joueurs étrangers, les joueurs de National League peuvent changer de club si leur club ne joue pas les playoffs ou les pré-playoffs. Donc voilà, à voir si bien évidemment des joueurs du HC Ajoie seront concernés. Mais on imagine bien que certains iront terminer la saison avec d'autres couleurs. Et puis puisqu'on est sur le HC Ajoie, messieurs, je vous propose qu'on s'y lance tout de suite et qu'on parle du club Ajoulot. Ça vous va ? Allons-y. D'accord, on te suit. Alors c'est parti, on parle du HC Ajoie. On va parler du HC Ajoie et puis je vais surtout vous remettre, messieurs, parce que là, je fais un peu l'égoïste. Le HC Ajoie qui a connu sa première victoire depuis après 19 défaites, avec la première surtout de Julien Vauclair à la tête du club, que ce soit vendredi ou samedi. L'entraîneur à l'intérim qui a connu donc plusieurs émotions durant ce week-end, défaite 3-0 à Bienne vendredi et victoire donc contre les ZSC Lions à Port-Entruy. On va commencer avec toi, Jérôme. Finalement, est-ce que pour la saison prochaine, le HC Ajoie ne devrait pas demander de jouer tout le temps contre Zurich, puisque c'est 2 victoires à domicile face aux hommes de Ricard Grönborg. 52 matchs contre Zurich à Port-Entruy. Voilà. Ça pourrait être pas mal. Non, il fallait bien qu'Ajoie gagne une fois, quand même. 19 défaites de suite. Ils ont enfin gagné avec la manière. Déjà contre Bienne vendredi, défaite seulement 3-0, mais Ajoie qui a montré du mieux. Ils ont fait des bons matchs amicaux également pendant la pause des Jeux Olympiques. Donc, on voit qu'avec Julien Vauclair à la barre, ça va un petit peu mieux, ou en tout cas mieux. Une victoire qui fait du bien, même si Ajoie n'a plus rien à jouer dans ce championnat, puisqu'ils sont même certains de ne pas faire les pré-playoffs. Mais pour le moral, ça a dû faire du bien. Dans le vestiaire, ça a dû faire du bien. Il y a les 3 assises de Vos. Il y a encore Wolf qui fait 97% d'arrêt. Donc, un match plein pour le HCA. Après, Zurich n'a pas fait peut-être du grand Zurich, mais c'est toujours la même chose dans cette ligue. Si le favori joue pas super bien et puis que l'outsider fait un très bon match, on voit qu'encore une fois, tout le monde peut battre tout le monde. Stéphane, tu vas pouvoir répondre à cette interrogation de Jérôme, mais surtout de Quentin qui dit: est-ce que Zurich en allant à Ajoie ne joue pas sur un patin? Mais Quentin rajoute: bravo à Ajoie pour la perf. Probablement un peu, évidemment. C'est difficile pour les entraîneurs. C'est un défi pour les entraîneurs de motiver les joueurs à aller jouer à Port-Entruy contre une équipe de bas de classement parce que tu as tout à perdre. Si tu gagnes, même si tu cartonnes, c'est normal. Et si tu perds, tu as l'air con. C'est exactement ce que Grönborg avait l'air furieux d'ailleurs après le match. Lui, il traversait la glace. Donc, il y a tout à perdre dans ces matchs-là. Rien à gagner. C'est vraiment... Voilà, chapeau à Ajoie. Je pense que c'est bien. Ils ont gagné le match. Ils n'ont pas volé. Ils ont été outshootés largement. Mais au niveau des expected goals, c'était à faveur d'Ajoie. Donc, les meilleures chances de marquer appartenaient au HC Ajoie. Donc, je pense qu'ils ne sont pas volé le match. Par contre, vendredi, c'était le match studio. Je n'ai pas du tout aimé la performance d'Ajoie. Tu dis Jérôme qui a du mieux. Il y en avait samedi, mais en tout cas pas vendredi, parce que vendredi, c'était bien à gagner, à jouer un mauvais match. À mon avis, en tout cas, première moitié de match, c'était affreux. Et puis, à largement dominer Ajoie qui était largué vendredi, qui essayait même pas, qui se débarrassait de la rondelle, qui était passif, etc. Donc, ce que j'ai vu d'Ajoie vendredi c'était pareil que ce que j'ai vu avec Gary Sheehan. En tout cas, rien de mieux. Par contre, samedi, je n'ai pas suivi ce match-là, mais ce que j'ai vu, ça me semblait un petit peu mieux, effectivement, oui. Match à la maison. Je pense qu'Ajoie est une équipe un peu différente à la maison aussi. Est-ce qu'on peut partir de ce principe-là? Jérôme, toi qui as peut-être suivi un peu plus que moi régulièrement, là, je pense qu'à la maison, ils sont un petit peu plus redoutables quand même. Ouais, puis ils ont un énorme soutien populaire à la maison. Ah oui, ça change.
la tribune derrière le but, elle est pleine à craquer. Et puis, ils ont envie de faire plaisir à leurs supporters, en fait. Ouais. Est-ce que le fait Moi, c'était qu'il y avait, c'était aussi, il me semble, le premier match avec 4 étrangers depuis un long moment pour le HC Ajoie, donc est-ce que ça n'a Ouais. pas aussi aidé, et puis avoir des joueurs surmotivés comme Sebastian Wenström qui marque le but de la victoire contre Zurich, alors que ça faisait 3 mois qu'il n'avait plus mis un pied sur la glace quasiment? Clairement, moi je pense que c'est un facteur évidemment. Donc cette équipe-là est moins forte à tous les niveaux, mais c'est vrai que Gary Sheehan n'avait pas été chanceux non plus. Il a joué combien de matchs avec 1 ou 2 étrangers, succession de blessures. Non, mais sérieusement. Alors, on sait que cette équipe-là, on l'a dit, si les étoiles sont alignées, pourront voler des points de temps en temps. C'est ce qu'ils ont fait samedi. Wolf, pour les étoiles alignées, que les étrangers aient un petit peu de réussite, de voir ça à 3 assists. Il y a eu un peu d'opportunisme, ils ont marqué en power play, et puis Wolf a fait des gros arrêts. Donc, les étoiles étaient alignées, droite alignées pour gagner samedi soir à la maison. Et c'est tant mieux. Et moi, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Évidemment, on est rendu à se contenter de peu, parce que si on avait dit ça aux partisans d'Ajoie, que vous allez en perdre 19 de suite, puis qu'à la 20e, vous allez être euphorique, et de la seule victoire que vous allez gagner en 20 matchs à la maison, vous allez être euphorique, puis vous allez prendre ça comme un truc de rêve, personne ne nous aurait cru, mais c'est exactement ce qu'on est. On a perdu 19. C'est une saison catastrophique au niveau des résultats. On a viré l'entraîneur que tout le monde adorait. On a viré Leschan qui a fait d'excellent travail. On va engager Vauclair qui ne veut pas coacher, mais qui est obligé de coacher. Scénario catastrophe. Et finalement, on se satisfait de cette victoire-là samedi. Imaginez. Donc, c'est un scénario qu'on aurait peut-être pu écrire d'avance, mais là, cette victoire-là va faire drôlement du bien dans la big picture du HCH. Disons que surtout, il faut surtout pas terminer la saison en roue libre, laisser passer les matchs, parce que le moral, il doit aussi être bon au moment où on prend la pause de fin de saison, puis qu'on se dit qu'il va falloir repartir sur les bonnes bases pour la saison suivante. Du côté du HC Ajoie, on est déjà dans cette optique-là, on est déjà dans l'optique de la saison suivante, même si des joueurs vont pouvoir, comme je l'ai dit juste avant, continuer peut-être avec d'autres clubs de National League ou de Swiss League. Et c'est clair que il faut compter sur les éléments qui fonctionnent. Tu l'as dit, Jérôme, Wolf, 97% d'arrêt samedi, De Vos, 3 points, Wenström, on l'a cité, qui a marqué le but de la victoire. C'est ce genre de petites choses qui vont permettre d'adoucir un petit peu la fin de saison, puis peut-être d'atteindre l'objectif qu'on leur a fixé des 30 points. Ils en sont encore loin, ils en sont à 21, il leur manque 9, ils doivent gagner 3 matchs sur les derniers qui restent. Donc voilà, et d'autant plus que cette semaine va être compliquée. Si vous n'avez pas le programme du HC Ajoie, ils jouent ce soir à Berne, demain à Lugano, vendredi contre Genève et samedi à Davos. Ouais, 2 gros déplacements, une fois Lugano, une fois Davos. Ouais, c'est toutes les équipes. Puis c'est toutes les équipes qui ont besoin de points, les garçons. Oui, la lutte pour la 6e place. Ce soir, c'est Berne qui ne peut pas perdre parce qu'ils sont quand même en lutte avec Ambry, même s'ils sont distancés. Lugano rêve peut-être encore de la 6e place. Genève et Davos sont engagés dans une lutte à finir pour la 6e place. Donc là, il n'y aura pas de quartier cette semaine. Il n'y a personne qui va leur faire cadeau. Si on digresse juste un petit peu, c'est vrai que c'est dommage pour Lugano de ne pas avoir gagné contre Davos samedi, mais juste pour le suspense, parce que là, ça aurait fait un joli paquet. En plus, si Lausanne avait battu Rapport Sud, ça aurait fait un joli paquet. Il y aurait eu 2 points d'écart entre Davos et ses poursuivants. Ça aurait été vraiment intéressant. Si on revient sur Ajoie, il y a Quentin qui dit « Je trouve dommage pour Gary car il n'avait jamais eu son effectif au complet. Les dirigeants Ajoie n'ont pas arrêté de nous répéter qu'il n'y avait pas de relégation, donc on peut en extraire pas de stress. » Et il fait bien évidemment une comparaison avec Patémon à Genève qui n'a jamais eu d'effectif au complet non plus. C'est vrai que ça a été pour Ajoie cette saison, en plus des circonstances de la promotion, ce qui s'est passé cette saison, ça n'a pas été évident. Et c'est vrai que ce succès contre Zurich, il fait plus que du baume au cœur, comme tu l'as dit, Stéphane. C'est certain. Toi, Jérôme, qui habite dans la région, là, tu as senti ça? Est-ce qu'il y avait une ouverture des bars exceptionnelle samedi soir? Est-ce qu'il y a eu fête au village? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécial il est dimanche? du mauvais côté de la frontière pour le moment. Est-ce que les gens étaient plus souriants? Ouais, je sais que tu es du mauvais côté de la frontière, mais tu es quand même dans la région. Écoute, je suis rentré de Langnau. Samedi soir, je suis rentré de Langnau. J'étais à Langnau-Fribourg. Donc, mais par contre, à Langnau, ils ont fêté la victoire contre Fribourg. Ça faisait aussi un moment qu'ils n'avaient plus gagné. Par contre, le même soir, tu as Langnau et Ajoie qui gagnent. En plus, contre Fribourg et contre Zurich, il y a peut-être quelques parieurs qui sont un peu plus riches depuis. Oui. C'est toujours plus malin après. Mais moi, j'avais dit en studio samedi, je sentais bien une victoire de Langnau. Langnau qui a retrouvé son équipe, qui a ses 4 étrangers qui jouent à la maison. Fribourg qui
qui va nickel, etc. C'était le scénario catastrophe pour se présenter là. Avec le deuxième gardien, puis dire finalement, voilà, pas jouer peut-être que Fribourg n'a pas. Bon, on va donner que de la langue, non, mais. De Fribourg, on en parle juste après. Il y a José qui nous dit que c'était l'émeute, la patinoire était en feu à Port-Rentruy. Normal, ouais. Et puis elle dit qu'il tient à nuancer les propos de Quentin en disant le problème c'est que quand tu as ton vestiaire contre toi, c'est compliqué de garder un entraîneur en faisant référence à Gary. On sait qu'il y a eu quand même quelques discussions un petit peu négatives vis-à-vis de lui de la part du vestiaire avec Julien Vauclair. Et, bon, après voilà, et c'est clair qu'après 18 défaites consécutives, pas 18 succès, c'est clair qu'il y a des dissensions qui naissent. Tout le monde se regarde de travers en fait. Que ce soit l'entraîneur, les joueurs, même le voisin de droite, le voisin de gauche, même si c'est votre meilleur pote, vous commencez à le regarder avec un air suspicieux en se disant est-ce que lui il se donne autant que moi sur la glace C'est ça, exactement. Tandis que là, voilà, victoire. Et puis, j'aurais bien voulu être une mouche pour être dans le vestiaire parce que je pense que ça a dû faire la fête. Est-ce qu'il y a eu la caisse de bière, les gars? Est-ce qu'il y a eu la caisse de bière? Je pense. Il n'y a pas eu 10 buts, donc à mon avis, c'est Julien Vauclair qui l'a payé. Non, Julien, on a vu Julien sur le banc, est-ce qu'il s'est un petit sourire? Là. Et lui aussi, c'est difficile pour lui, là, honnêtement. C'est difficile pour Gary, c'est difficile pour les chaînes, tout ce qui s'est passé, etc. C'est une saison. Il est arrivé là, lui, je pense qu'il n'avait peut-être pas pris il ne savait pas exactement ce qui l'attendait vraiment, et là, il est en plein dedans. Hein, donc, obligé d'aller derrière le banc, et tout est à faire, énormément de pression. Ça reste un petit milieu, il est connu dans la place et tout. Quand tu viens de la place et que tu habites là, puis c'est un petit milieu, c'est encore pire parce que tout le monde te parle de ça, tout le monde se croise, tout le monde t'en sors jamais. Quand tu habites dans une grande ville, tu es un peu plus anonyme. Stéphane, il avait quand même un de ses frères qui était déjà dans l'environnement du HC Ajoie, donc il aurait pu avoir des informations, puisque Tristan est à la formation. Mais je pense que tu ne penses pas à quel point ça va être peut-être comme ça. Puis là, tout à coup, tu te prends au jeu parce que tu veux bien faire. Puis je pense que Julien Vauclair veut bien faire. Et puis là, il se dit, il y a ci, puis il y a encore ça, puis encore ci, puis encore ça. Puis par quel bout, je pense que les nuits sont très, très courtes pour lui. Il voulait un défi, paraît-il, qui s'ennuyait un petit peu à Lugano. Scout, c'était intéressant, mais c'était un job un peu plus peinard, sans trop de pression au quotidien. Il voulait un défi, semble-t-il, c'est ce que son frère nous a confié. Il avait besoin d'un défi, puis il s'est dit, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est des gars qui ont vécu à l'adrénaline toute leur vie, les joueurs de hockey. Il avait besoin de ça et c'est pour ça qu'il a choisi de se lancer dans ce défi-là. Il est en plein dedans et puis j'espère qu'il ne laissera pas sa santé par ailleurs. Et c'est pour ça que je pense que cette victoire-là va lui faire du bien, va relâcher un petit peu la pression autour du club, etc. Esquisser quelques sourires. Et c'est tant mieux, je pense, pour tout le monde. Puis ça ne fera pas trop mal à Zurich pour finir. Donc, finalement, ça n'a pas coûté cher à personne et puis tout le monde est content. Non, parce que Zurich, même en perdant, s'est assuré d'être dans le top 10. Au niveau du classement. C'est ça. Donc, c'est ça. À part Grunberg samedi, je pense qu'il n'y a personne qui était vraiment fâché. Bon, il a quand même un gros job là, Julien, parce qu'il doit trouver un coach quand même. À moins que tout à coup, il se sente lui capable de le faire, mais. Est-ce qu'il va nous faire une Dubé? Moi, je pense pas. Il n'allait pas pour ça. Je pense pas. Il n'allait pas pour ça. Donc, écoute, tu ne peux pas cumuler. Il y a tellement de boulot à faire, un truc à mettre en place à Ajoie que cumuler les deux fonctions. Je veux dire, Fribourg, le bureau, la structure, le club est en place. Donc, tu dis, bon, il avait déjà été directeur sportif pendant un moment, prendre le job et tout, avec tout ce qu'il y a autour, avec Gerd Sonnhausen qui travaille, les assistants. À Joie, il me semble qu'il y a trop, le chantier est tellement immense que tu ne peux pas faire cumuler les deux. Je ne suis pas sûr que ce serait. Je n'ai pas parlé de ça avec lui, mais je serais très étonné que ce soit son choix. Par contre, ça va être un défi de trouver un entraîneur, les garçons. Ça va être un gros défi. Pour comparer avec Fribourg, ce que tu disais, c'est que oui, Gerd, même quand il était. Chef Moumou junior encore la saison passée, il donnait déjà des coups de main à Christian Dubé. Ils ont fait venir Sandy Janin pour reprendre le poste de directeur de la formation. Ils ont promu Gerd Sennhausen comme assistant directeur sportif. Et Gerd, c'est lui qui va voir les autres équipes, c'est lui qui se déplace pour préparer les dossiers. Moi, j'avais croisé Gerd une fois à un match où il n'y avait pas Fribourg. Et voilà, c'est son rôle. Il y a une question de Pascal, donc pas de moi, en l'occurrence. Pascal Montamon qui dit pourquoi ne pas avoir mis Gary comme directeur sportif et Vauclair entraîneur, donc simplement échanger les postes. Je pense que ça aurait été trop compliqué. Ouais. Non, tu peux pas faire ça. Ouais, tu peux faire tout ce que tu veux finalement, mais je crois pas que ça aurait fonctionné. Vauclair n'est pas un entraîneur de métier. Là, je veux dire, au bout d'un moment, c'est un métier aussi qui s'apprend un petit peu, puis le chantier est tellement énorme que. Non, je ne pense pas que c'est son désir. Après, est-ce que finalement, le président s'est tâté autour d'un verre et ne dira pas, écoute, finalement, peut-être que
serais capable, puis on te mettrait quelqu'un d'autre. On ne sait jamais, hein, on n'est pas à l'abri. Parce que je pense que ça va être dur de trouver un entraîneur. Parce que des entraîneurs, des CV, il y en a des piles. Là. Il paraît qu'il y a eu des candidatures aussi ridicules que les autres. Et il y a n'importe, comme dirait quelqu'un que je connais, n'importe qui puis son chien qui a appliqué sur le job. Mais ça, c'est à peu près à chaque poste d'entraîneur qui se libère, Stéphane. C'est tu peux te dire ça. Il paraît que c'est incroyable. Il y a des gens qui, out of nowhere, qui ont appliqué comme entraîneur. Bon, OK, go. Mais après, entre la compétence, le salaire, parce que la compétence vient souvent avec le salaire. Si tu engages quelqu'un qui a un CV d'expérience, etc., ben lui... Tu dois mettre le prix, oui. Ben, tu dois être un petit peu plus cher, hein, parce que voilà, c'est un métier comme ça. Est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce qu'on peut faire à joie? Est-ce que l'entraîneur peut devenir le plus haut salarié du club? Parce que si tu vas chercher un entraîneur de métier, il ne faut pas se le cacher en dessous de 250 000 brut, puis encore là, c'est plutôt du net. Souvent, c'est un étranger, c'est 250 000 net, en gros, un entraîneur. Hein, tout ça, tu n'en trouves pas beaucoup. 250 000 net, il n'y a personne qui gagne ça à jouer. Pour affiner ce que tu viens de dire, Stéphane, entraîneur pas de métier mais d'expérience. Je sais que pour toi, entraîneur de métier, ça veut dire entraîneur d'expérience, mais ça peut être mal pris pour certains avec l'interprétation des termes. Ouais. Voilà, c'est juste pour clarifier ton propos. José nous dit Garrett, un sacré coach, il va rebondir et faire à nouveau parler de lui. Dominique nous dit oui, un défi, oui, mais une analyse en fond du HC Ajoie doit intervenir. La question numéro 1, c'est la National League est-elle valable à Ajoie? Là, c'est eux qui ont la réponse. Et tout le monde respectera la décision. Et puis ensuite, on a quelques suggestions d'entraîneurs. Hein. Quentin nous dit pourquoi pas Patémon, un Québécois qui fait confiance aux jeunes. Elodie Sarrazin, elle nous demande par rapport à Yorick Treille, est-ce que c'est un nom définitif qui a été prononcé par le ministère français des Sports, puisque il est employé par le ministère français des Sports. Hein. C'est ça qui a foiré pour qu'il vienne pendant la pause olympique. Les dossiers sont ouverts, hein. Il y a d'autres entraîneurs sur le marché actuellement, québécois, qui parlent français, peut-être des assistants aussi qui pourraient rebondir là-bas. À voir, comme tu dis, c'est une question, bien évidemment, comme tu le dis, ça va aussi être une question d'argent. Puis Danny Gélina qui est libre. Vous avez Éric Landry qui est au Tessin, qui a peut-être une clause de sortie qui coach le Ticino Rockets, qui a peut-être une clause de sortie pour la National League, qui connaît Julien Vauclair, travaille au Tessin. Il n'y a pas de Bosch, assistant de Lugano, que Julien Vauclair, qui est assistant de Chris Mixer à Lugano, que Julien Vauclair connaît bien aussi, qui a probablement une clause libératoire pour devenir head coach. Voilà, il y en a des noms. Après, pour pouvoir s'entendre, et puis avoir aussi envie d'y aller. Comme je disais la semaine passée, Danny m'a légèrement fait comprendre que lui était plus intéressé par le sud de la Romandie que par le nord. Voilà. Par Viège, on est d'accord. Il n'a pas que cité ça, c'était du off, donc je ne vais pas tout... ça. Et puis Elodie qui dit pourquoi pas Stéphane Rochette avec un smiley et un club. Moi, je suis comme Michel. Le problème, c'est oui, bien sûr, je suis candidat, mais c'est parce que moi, c'est pas la Fédération française qui m'a pas libéré, c'est MySports. J'ai reçu un nom définitif de MySports, ça veut dire on te libère pas, on se dit même pas. Donc j'étais clairement candidat, évidemment, mais non, on m'a pas libéré. T'étais en dessus de la pile dans les dossiers, non? J'espère que je n'étais pas en dessous, parce que quand j'ai entendu quelques noms, je me dis je suis quand même pas en dessous de ceux-là. Non, mais évidemment. On ne dira pas de nom ici. Mais évidemment, c'est une boutade. Je n'étais pas candidat. Et puis, mais de toute façon, je pense que MySports ne m'aurait pas libéré. Non, j'aime beaucoup trop ce que je fais de toute façon. Je vous dirais pas que j'ai eu des offres, évidemment, pour redevenir entraîneur. J'ai quand même été un peu entraîneur dans ma vie. Hein, tout ça. Chaque année, j'ai des gens qui me disent ça ne t'intéresserait pas de faire ci ou ça dans tel ou tel club. Je n'aurais pas de club, je ne mènerais pas de catégorie, quoi que ce soit. Mais non, je suis très bien où je suis. J'ai des excellents collègues d'ailleurs. Et je passe la pommade un peu à tout le monde, les gars. Mais non, mais je suis très heureux où je suis là. Mais Stéphane, tu vois, si tu veux être un peu fauteur de troupe, tu dis j'ai d'excellents collègues sauf un. Et puis tu t'arrêtes là. Et puis là, tu sèmes le trouble. Je sème la zizanie dans l'équipe. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, mais Alex vient d'intervenir et qui nous dit que dans 10 secondes, Stéphane a refusé le Canadien de Montréal à la place de Martin Saint-Louis. Martin m'a appelé pour être un assistant, etc. J'ai dit il faut quand même que je finisse la saison à MySports, les playoffs et tout ça. Puis c'est bon, voilà. Martin Saint-Louis, soit dit en passant, Martin Saint-Louis, les gars, Montréal ont gagné 5 matchs de suite. Sérieusement, là.
C'est incroyable ce qui se passe à Montréal. C'est comme mais dirait Alex Burkhalter, comme dirait notre patron, ça a fait la crêpe à Montréal. Incroyable. Bientôt, tu vas dire qu'ils sont candidats à la Coupe Stanley. Quand même pas, non, mais. Non, mais là, c'est trop loin. Et puis, on dérive. Les médias à Montréal, c'est que là, ils parlaient d'une totale reconstruction, une catastrophe, etc. Tout à coup, ils ont gagné 5 matchs de suite. Puis, finalement, est-ce que ça vaut la peine de reconstruire? On n'est pas si mal que ça. Hein? C'est fou. On va garder ça pour jeudi comme conversation, oui, Stéphane. Jeudi. Exact. La Overtime NHL le jeudi. Voilà, on fait déjà de la pub pour Jonathan. Il y a José qui dit mais tout n'est pas qu'une question d'argent dans la vie. Il faut commencer par quelque chose, adhérer au projet Ajoie. Il vivra des émotions en soutien comme nulle part ailleurs. Ajoie a sa place dans l'élite suisse du hockey. Le hockey est une religion par chez nous. Voilà. Oui, c'est une très bonne raison. Et puis, pour terminer sur Ajoie, on a une question de Georges-Henri qui te concerne, Stéphane. Est-ce que tu vas mettre ta belle cravate rose lors du prochain studio? Il me semble que tu avais promis qu'après une victoire d'Ajoie, tu mettais la cravate. Il me semble aussi, oui. Je suis obligé. Avec plaisir, je l'aime bien. D'ailleurs, je trouve qu'elle va bien à Beauclair aussi. Vous avez vu samedi soir, les garçons? À Beauclair et Rotten avec la cravate rose, c'était pas mal avec la barbe. La cravate rose, elle va avec tout parce qu'elle va avec ceux qui n'ont pas de cheveux, Gary, elle va avec ceux qui ont une barbe. Donc, oui, c'est incroyable. C'est ça va avec ceux qui perdent leurs cheveux, mais qui n'en ont pas autant. Voilà, donc c'est pas mal. Je la mettrai, promis. Prochain studio. Eh ben, on vérifiera ça. Je pense que les supporters à Joulot seront attentifs au prochain studio. Stéphane, messieurs, je vous propose qu'on parle de Fribourg et qu'on s'intéresse donc au leader du classement. Fribourg qui a commencé le week-end comme à son habitude à domicile en étant difficile à battre pour Genève Servette. On a eu cette fin de deuxième tiers avec 4 buts en 2 minutes 43 et puis le lendemain, petit relâchement à Langnau, ce qui a permis à Yves Sarraud de signer sa première victoire à la tête des Tigres. Pour l'ancien joueur de Berne notamment, pensez-vous qu'il a préparé son équipe comme un derby des Zeringen? Stéphane, toi qui connais bien Yves, est-ce que tu penses qu'il était ultra motivé contre Fribourg? Pas spécialement. Je pense pas que lui, il est spécialement. Bon, il y avait ce derby. D'abord, Langnau avait déjà un derby vendredi contre Berne qu'ils ont perdu. Mais je pense que Yves, il voulait piquer des points à quelqu'un une fois, là, puis ça a tombé contre Fribourg. Mais je pense pas que c'était spécialement contre Fribourg. La configuration était bonne, c'est parce que c'était à la maison. Et puis, en plus, honnêtement, Fribourg est une bonne série. Peut-être qu'ils les ont pris à la légère. Deuxième gardien dans la cage. Donc, la figuration était belle. Puis, c'est la première fois que Yves Sarraud pouvait compter, ou la deuxième fois qu'il pouvait compter sur son équipe au complet. Parce que quand il a repris cette équipe-là, il a joué des matchs avec un étranger. Olofsson blessé. L'autre Finlandais était blessé aussi. Il a joué qu'avec Pesonen. Puis, il y avait Blaza qui était suspendu. 2-3 blessés en défense. Il y avait une équipe. Il y a un match, il a joué avec 2 lignes de junior élite complet. Donc, il avait, un peu comme Gary, il n'avait pas bégrenier à dû rentrer au Canada parce que sa femme a accouché. Donc, ça a été hyper compliqué au début pour lui. Et là, il a pu travailler durant toutes ces... J'ai parlé à Yves, parce que c'est un ami, j'y parle souvent. Et durant la pause, il était assez content du travail effectué. Puis, il avait l'impression que son équipe avait pu mettre des choses en place durant la pause. Peut-être que c'est le résultat du travail et puis du retour de tout le monde dans l'alignement. Mais un qu'on voit un peu moins... Bon, il a été malade et tout, il a été touché par le COVID, semble-t-il, c'est Olofsson. Puis il a signé son contrat à Bienne. On voit moins un peu. Hein. On le voit moins, ouais. Après, Yves Sarraud a mis ses étrangers sur 3 lignes d'attaque contre Fribourg. Il y avait Pessonen et Saarela dans la première. Il y avait Olofsson dans la deuxième et Grenier au centre de la troisième. Donc, ça a rééquilibré tout ça. J'ai commenté le match à Lille-Fils. C'est vrai que Langnau a fait un gros match. Franchement, ils se sont battus avec leur trip et leur cœur pendant 60 minutes. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Yves Sarraud à l'interview. Hein. Ils ont donné de l'intensité pendant 60 minutes. Il y a même Andrei Bikov qui a relevé que Fribourg n'avait pas été franchement bon en zone offensive, mais que Langnau a fait un super match. Pounenov, ça a été bon dans la cage, même s'il paraît un petit peu à côté sur le but de Kylian Motet qui aurait pu tout relancer. Mais c'est vrai que c'était un bon Langnau. Ils ont mis fin à 14 défaites de suite. Hein. Ça aurait pu être la 15e. Donc, ils étaient proches d'Ajoie pour le nombre de défaites de suite. Et puis, pour Fribourg, c'est quand même 3 matchs 6 points sur la semaine. Donc, c'est pas si mal. Ils étaient à 6 victoires de suite. Il fallait bien que ça s'arrête une fois quand même. Une petite semaine au bureau pour Fribourg, quoi. Voilà. 3 matchs 6 points, c'est bien. Et puis, il y a les 2 gros matchs contre Zug, demain et mercredi, si je ne me trompe pas.
Alors, il y a Georges-Henri qui dit défensivement, Langnau était solide. Et puis, on a eu plusieurs questions quand on parlait de Zurich sur un patin. Jérôme, toi tu l'as dit à Lille-Fils, est-ce que Fribourg a joué sur un patin, tu penses? Ah non, Fribourg n'a pas joué sur un patin, mais ils sont pas entrés comme des avions, comme ils le font comme d'habitude. Il a donné un peu plus de temps de jeu à ses troisième et quatrième blocs, ce qui est logique aussi. Diaz était surnuméraire, il faut quand même le dire. C'était Connor Hughes dans la cage. Donc, non, ils n'ont pas joué sur un patin, mais ils n'ont pas tout fait pour gagner le match. On va dire ça comme ça. Parce que si tu veux aller faire 3 points à Lille-Fils, tu ne mets pas Diaz surnuméraire, par exemple. Enfin, il a été annoncé surnuméraire. Je ne sais pas s'il est touché ou quelque chose comme ça. Mais Diaz était surnuméraire. Fourer sort après 10 minutes seulement. Donc, il se retrouve qu'à 6 défenseurs. Il joue 50 minutes à 6 défenseurs. Donc, voilà. Mais la fin du match, il cherche l'égalisation, hein, Fribourg. Hein. Je peux te dire que les 10 dernières minutes, Logno, à part passer la ligne rouge et mettre le puck au fond, c'est à peu près tout ce qu'ils ont fait. Et puis, Fribourg joue les 2 dernières minutes et demie à 6 contre 5. Et puis, il y a pas mal de tirs. Mais en face, les Tigres, ils se jettent sur tous les pucks, ils plongent, ils vont dans les bandes. Donc, gros match de Logno, ouais, vraiment. Et Stéphane, Jérôme relevait le côté Diaz surnuméraire. Est-ce que c'est pas en vue de la semaine qui est quand même Bon, assez aussi. solide que Fribourg, tout d'un coup, on décide de reposer Diaz parce qu'il y a les deux matchs contre Zug demain et après-demain, plus un Ouais, et puis il était au JO déplacement hein, aussi. à Lugano, puis il Ouais. était au JO. Donc profiter aussi d'avoir tout l'effectif, à part Jobin qui est blessé, mais de pouvoir reposer un petit peu les leaders aussi de temps en temps. Bien sûr, bien sûr. Et là, lui, il est en mode de préparation de playoff. Là. Il va essayer de finir premier ou pas, je ne sais pas, ça faut voir son truc, mais il va essayer de gagner tous les matchs, évidemment, mais il veut surtout qu'arriver en playoff dans les meilleures dispositions possibles. Puis peut-être que Diaz avait un petit malaise, on ne sait pas, hein, juste un petit truc qui chicotait, machin. Tu ne prends aucun risque. Là, Fribourg, s'il y a un petit malaise, un doute sur quoi que ce soit, ça va être tu te reposes, tu ne joues pas, on te met de côté, etc. Là, l'objectif de Fribourg, c'est de faire le mieux possible dans les playoffs. Parce que la saison, maintenant, elle est réussie. Ils vont gagner leur part de match sur le talent de toute façon. Là, c'est de finir. Lui, l'objectif de Dubé, c'est d'arriver dans un mois et puis d'être au taquet. Parce que tout le monde attend Fribourg au contour. Tout le monde dit ah, mais Fribourg, ouais, en saison, ils ont une saison exceptionnelle, extraordinaire. Mais l'ambiance à BCF Arena est extraordinaire. Mais personne il met trop d'emphase là-dessus. Parce que c'est plus de 2 points par match dans cette ligue-là sur une saison, c'est exceptionnel. Et parce que tout le monde se dit ah, mais ils vont faire patate en playoff. Tout le monde pense la même chose. C'est incroyable. À Fribourg, j'étais là mercredi, j'ai commenté, j'ai parlé avec des gens après le match. Tout le monde a ce même sentiment. Puis Dubé, il n'est pas con. Hein? Il vit dans le canton de Fribourg. Là, puis il sait très bien ce que les gens en pensent. Et si ça arrive, s'ils font de nouveau patate en playoff, parce que depuis qu'il est là, je pense qu'ils ont gagné 3, 4, 5 matchs de playoff. Là. Ils ont perdu 2 fois 4-1, etc. S'il fait de nouveau patate en playoff, ben, toute la saison qu'ils ont fait, elle sera oubliée, les gars. Ils vont se faire ramasser de tous les bords, tous les côtés. Parce que tu es aussi bon que les derniers matchs que tu as joués. Regardez Ajoie et Langnau. Ils sont champions du monde actuellement. Et ils ont gagné un match de suite. Fribourg, c'est pas ça qui les attend. Ce qui les attend, c'est que s'ils font patate en playoff, imaginez que Fribourg chope Genève au premier tour, ou Lausanne, ou je ne sais pas, Berne, et perdent. Ou Lugano, et perdent. Ça va être le drame national. Hein, je veux dire, puis tout le monde aura oublié que la saison va dire ah, ils sont bien bons en saison régulière, c'est facile. Alors, c'est pas facile de faire ce qu'ils font. Mais tout le monde va oublier leur saison, puis ils vont dire ah, ben, c'est nouveau de la merde, Dubé, c'est pas un coach de playoff, Berra, c'est pas Giannoni, il ne gagnera jamais de championnat, tout va repartir. Mais ça, les gars, ils le savent. Hein. Et puis Dubé aussi, il le sait. Il y a Elodie qui va dans son sens. Hein. Elle dit c'est les playoffs qui comptent. Fabien nous dit c'est une bonne idée de reposer Berra, notamment en faisant jouer Connor Hughes. Même si Quentin, lui, n'est pas d'accord, parce qu'il dit quand on voit les résultats en cas de blessure, ce sera compliqué. En cas de blessure de Berra. C'est sûr. Et Fabien qui va aussi dans le sens, hein, ça sert à rien de finir premier, il faut se qualifier et être bon dans les moments clés des playoffs. Voilà. Mais bon, on ne peut pas acheter la saison non plus parce qu'ils ont fait, à date, ils ont fait un championnat extraordinaire. Oui. Et voilà, tu ne travailles pas. C'est vrai que c'est ce qui compte les playoffs. Mais quand même, en saison régulière, si tu gagnes 20 matchs sur 23, ils ont 20 victoires sur 23 à la maison devant un public qui est présent, une super patinoire. L'histoire est belle quand même. Ça, ils l'auront fait, tu ne peux pas leur enlever. Mais à Fribourg, on n'est pas là. On n'est pas juste, on se satisfait plus d'une bonne saison régulière. On veut enfin saloperie de titre qu'on n'arrive pas à aller chercher.
Non, mais c'est vrai. Et puis, on a un blocage à ce niveau-là. Et puis, mais on ne peut pas. Écoutez, ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, ils l'ont fait. Moi, je dis chapeau. Tu gagnes 20 matchs sur 23 à la maison. Il faut que tu les gagnes quand même. Hein. C'est une ligue. Ils n'ont pas signé tous les gros contrats de. C'est pas un club russe là, qui a acheté tous les joueurs pour pas les laisser aux autres. Là. Non, c'est pas ça. Là. Ça, Chapeau, c'était une hein. méthode qu'on connaissait aussi en Suisse Ben au oui, début des années ben 2000. oui. Il y a Naomi Exactement. qui pose une question intéressante. Est-ce que vous pensez que le manque de profondeur de banc à Fribourg pourrait leur faire défaut pour la suite? Alors la profondeur, Oui. elle a un petit peu augmenté, Bah, puisque maintenant il y a évidemment, Otsuran Takari qui est arrivé et qui s'est entraîné ce matin. Donc c'est une option supplémentaire aussi en défense pour au cas où par exemple un Diaz se blesse. Oui, c'est ça. ouais, ou Fourer, qui n'a pas fini le match samedi. Ou Fourer, Ouais. mais disons qu'il est plus dans le format, en tout cas le souvenir qu'il a Ouais. laissé en Suisse, il est plus dans le format Diaz que Fourer. Offensif Il a ou un tir, défensif. il a un tir de la ligne bleue, Rantakari, Oui. je me souviens qu'il était avec Davos ou bien. Il a mis quelques tirs de la bleue là, waouh, ça va vite. Hein. Un point par match, le gars, il a fait presque un point par match. Hein? Un sniper. Bon, et défensivement, il paraît que c'est. Ce qu'on a vu, puis ce que j'entends de lui, c'est que défensivement, c'est pas tout à fait ça, évidemment. Mais C'est pour ça que je le compare offensivement, plus à Diaz qu'à Fourer, même si Diaz est très Ouais, bon ouais. défensivement. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même bon. C'est un joueur très, très offensif. Mais Dubé, c'est très intelligent ce qu'il a fait. Il a besoin d'un défenseur. Parce que il a quand même pas. C'est quand même pas sa plus grande force, sa défense. Diaz a apporté quelque chose, puis il ne peut pas se permettre de perdre. S'il y a un ou deux défenseurs sur blessure, et là, il a vraiment raison. C'était un bon choix d'aller chercher un défenseur. Rantakari ou pas. Lui, on le connaît, il a l'avantage de connaître le championnat. Mais ça prenait un défenseur, clairement. Et puis il aura le choix tactique maintenant. Ça dépend contre qui tu joues en playoff. Tu peux jouer à 1-3 ou 2-2. Donc ça amène aussi quelque chose. À voir sur la longueur. Puis il y a aussi les licences B qui ont certainement été activées du côté de Fribourg, des joueurs dont on ne connaîtra les noms que lorsqu'ils débarqueront à la BCF Arena, ce qui sera le cas dans tous les clubs. Mais il y en a quelques-uns qui sont déçus parce que il y a quelques gars qui avaient des licences B, des accords de licence B avec Fribourg, là, puis qui ont vu débarquer Rantakari, là, puis ils ont compris que leur chat était mort un peu, on dit. Il y a deux, trois gars qui sont un peu déçus, là, qui se voyaient aller finir la saison dans une bonne équipe. Certains ajoulots qui se voyaient aller finir la saison dans une bonne équipe de National League. Ouais, c'est pas des bonnes nouvelles pour tout le monde, Rantakari, les gars. Alors, en même temps, je dis ça, je dis rien. Dubé doit parer aussi au plus pressé, c'est-à-dire qu'il doit compter sur des joueurs qu'il a à disposition maintenant. Oui. Et qu'il peut suivre médicalement aussi, c'est-à-dire que là, Rantakari, s'il se blesse avec Fribourg, il peut suivre l'évolution de la blessure avec Fribourg. Tu parlais d'Ajulo, s'il se blesse demain ou ce soir contre Berne, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut suivre à distance, en étant en contact avec le joueur, mais sans trop déstabiliser en même temps le reste du championnat. C'est ça. Exactement. Donc, mais bon, peut-être que moi, je pense Fribourg n'a pas ses 8 licences activées. Hein? À combien? 6? Ils sont 4 sous contrat. 4 étrangers. 5 seulement, non? Attends. Ça doit faire 5, ouais. Au niveau des étrangers. 4, c'est la 5e. Ouais, ils n'avaient pas pris de licence B encore pour l'instant. Donc, ils ont encore. Peut-être qu'on a encore un ou deux qui vont débarquer quand même, hein, sous réserve quand même. Parce qu'on rappelle, c'est maximum 8. C'est 8, ouais. Voilà. Ouais. Et puis il y avait une question de Richard par rapport à Christian Dubé. Est-ce que vous pensez que Christian Dubé va prolonger? Alors il a encore un contrat pour l'année prochaine, il me semble. Sinon, est-ce que vous voyez qui vous voyez à sa place? Lui, il voudrait bien Pavel Rosa qui, lui, n'a pas de contrat pour la saison prochaine. Et puis il dit directeur sportif, Gary Sheehan ou Danny Gelina. Bon, j'espère qu'il reste. Bravo à lui pour ce qu'il fait avec l'après-French. Ça va dépendre des playoffs, moi je pense. Après, c'est vrai qu'il y a toujours cette histoire de... aussi, ce qu'il a dit, par rapport aussi à ces garçons qui voulaient éventuellement partir au Canada pour les accompagner si ceux-ci partaient jouer en junior canadien. Ce qu'on comprend aussi. Stéphane, t'es bien placé là-dedans. Que c'est clair que pour un jeune joueur, c'est plus intéressant. D'autant plus, si tu as le passeport canadien, d'aller jouer en Amérique du Nord que en M20 Elite ici. Le niveau de compétition est incomparable. C'est une autre planète, honnêtement, à tous les niveaux. C'est une autre planète.
voilà, c'est incomparable. Évidemment, si tu veux faire du hockey professionnel, passer par le junior en Suède ou le junior au Canada ou le junior aux États-Unis, le niveau de compétition est complètement différent. C'est beaucoup plus professionnel à tout. Je ne sais pas que ce n'est pas professionnel ici, mais le niveau de compétition est incomparable. Et je pense que Dubé en est conscient, il l'a fait, il connaît bien. Et puis, je pense qu'il peut se permettre. Je pense qu'il peut voir venir dans la vie. Là. Il n'a pas besoin d'un salaire à tous les mois. Je pense que s'il peut se permettre ça, d'aller accompagner son fils, vivre ça avec lui, c'est une super expérience, honnêtement. Ma femme est allée pendant 2 ans avec mon fils, on peut se permettre ça. Et puis, ça a été vraiment, à 16-17 ans, c'était vraiment important pour lui d'avoir le soutien familial. Et je l'encourage à faire ça. C'est sa vie à lui, mais je pense qu'il s'enligne sur ça. Ça fait plusieurs années que dans le milieu, c'est des bruits qui courent. Et puis, moi, j'ai l'impression que depuis le début, qu'il va all-in. Depuis que je sais cette information-là depuis quelques années, puis je regarde ses décisions qu'il a engagées. Il a engagé Berra à un gros contrat pour 4 ans. Il vient de signer Valzer pour 5, Berchi, etc. Donc, il sait qu'il ne peut pas donner des tonnes d'argent de plus que les autres, mais il a donné des années de plus qui seront plus qu'il n'aura pas assumé finalement, parce que les 5 ans de Valzer et les 7 ans de Berchi, ce ne sera peut-être plus son problème après. Donc, j'ai l'impression qu'il va all-in. Il veut gagner cette année ou l'année prochaine, pendant que Berra est encore hot, Diaz est encore hot, Darnay, c'est son pote, son homme de confiance qui fait un bon job. Et là, Motet peut encore marquer des buts. Sprunger peut-être en marquer 15. Après, la fenêtre de Fribourg, elle est là. Après, ça va être compliqué. Là. Il y aura une période de flottement comme à peu près toutes les équipes. Et je pense qu'il va all-in cette année, l'année prochaine. Et lui, ce qu'il veut, c'est se retirer finalement de la Liga, s'il veut retourner au Canada, en avoir été champion de la saison régulière ou champion des playoffs, etc. Partir au Canada, et puis dans 3-4 ans, quand ces gamins seront plus matures, un peu comme le mien, puis ils pourront vivre un peu de leur vie de jeunesse un petit peu plus tout seul, il va revenir par la grande porte, le téléphone va sonner, Christian, tu peux pas revenir chez nous? Donc, il aura des offres de partout. Donc, pour lui, c'est un scénario. Il est très intelligent, Christian Dubé. Hein. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas y enlever. Il est très intelligent. Quentin et Fabien qui sont d'accord avec toi, Quentin, par rapport au travail qu'il a effectué. Hein. Il dit même s'il part, il aura laissé un héritage à Fribourg avec les derniers transferts prolongations qu'il a effectués. C'est du super travail. Fabien, dis-moi, je pense que si Fribourg doit faire le titre, c'est cette saison ou la prochaine saison. Et puis Fabrice nous dit quand même pour gagner, il faut aussi une part de chance, ne pas avoir trop de blessures, il faut que tout soit aligné. Je pense qu'on va rester là-dessus pour Fribourg. On rappelle donc double affrontement contre Zoug demain à Fribourg, mercredi à Zoug, et le troisième match de la semaine, ce sera samedi à Lugano, donc quelques kilomètres pour les Dragons cette semaine, et des gros affrontements, notamment pour la tête du classement face aux champions de Suisse. On va partir du côté du Seeland, puisqu'on va parler du HC Bienne. HC Bienne qui a eu le programme le plus facile du week-end, avec un seul match contre Ajoie qui a été gagné. On en a déjà parlé un petit peu, plutôt que de revenir sur le jeu, puisque Stéphane nous a déjà donné son avis dans la partie sur Ajoie, où on n'a pas vu forcément un grand Bienne, mais bon, c'était un match de reprise aussi. Il y a eu la première de Mix Indrashis, l'attaquant letton, qui a marqué d'ailleurs, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai oublié de noter ça. 2 assists. 2 assists, voilà. Il était présent, il s'est illustré, on l'a même entendu à notre micro. Il débarque de KHL du Dynamo Riga, puisque Riga ne faisait pas les playoffs. C'est une bonne acquisition pour remplacer un Laurie Korpikowski qui est encore en délicatesse avec sa santé. Jérôme. Bah écoute, Indrassis, il a le gabarit pour lui. Il peut amener du jeu physique à Bienne. On sait qu'à Bienne, c'est pas tellement le fort, hein, le jeu physique. Donc un gros joueur en attaque, ça fait pas mal de bien. 2 assists contre Ajoie. Il a 5 sur 11 aux engagements parce qu'il a joué au centre du 3e bloc. Il était entre Offer et Salinen pour un 3e bloc. Ça donne aussi pas mal de perspectives au HC Bienne qui avait Ugly Froidevaux-Kessler en 4e bloc. Je pense que ça doit être un des plus forts 4e blocs de l'histoire du HC Bienne, ça. Et puis, voilà, Indrassis, on sait que Bienne peut jouer avec 5 étrangers cette année, puisque Moser est parti en NHL. Donc là, Steinegger, il profite de ça. Il va chercher un 5e étranger. Korpikowski, on sait qu'il est un peu blessé. Il n'a pas forcément livré la marchandise jusqu'à maintenant. Donc, il y a eu la possibilité d'engager Indrassis. Steinegger l'a fait.
Et puis je trouve que ce HCBN, comme on dit poliment, il a de la gueule comme ça, avec ses 4 lignes d'attaque assez performantes. Et puis pour revenir sur le match de reprise, voilà, contre Ajoie, tu fais un match de reprise, tu concèdes 16 tirs cadrés seulement, un blanchissage. Je pense que Bienne a fait le boulot, mais Bienne a une semaine difficile là, avec 4 matchs, dont des concurrents directs pour la 3e place, parce que le HCBN est à la lutte pour la 3e place, là, avec Rapperswil et Zurich, pour avoir en tout cas l'avantage de la glace en quart de finale des playoffs. Alors le calendrier, c'est demain à Berne, mercredi à Davos, vendredi contre Lausanne et samedi à Rapperswil, Stéphane. Après 3 semaines de pause et un seul match, les Biennois, là, ils vont souffrir sur la glace. Bah ouais, mais bon, écoute, ils doivent se préparer pour ça. Hein, donc, c'est un petit moment qu'ils se préparent pour ça. Mais la game shape, c'est difficile de l'avoir. Ils ont joué quelques matchs amicaux, etc. Mais oui, ils savent que c'est comme ça. Le championnat suisse est ainsi fait, messieurs. C'est que tu as des longues pauses. C'est cool, tu t'entraînes. Puis là, tout à coup, tu joues beaucoup de matchs en peu de jours. Puis tu as une pause. Puis beaucoup de matchs en peu de jours. Puis... Non, mais c'est comme ça. Hein, c'est comme à l'armée. Ouais. Tu cours pour arrêter, puis tu arrêtes pour courir. Je crois que c'est pas ça que vous dites, les gars. Là. Moi, je n'ai pas fait l'armée suisse. Hein, on attend pour mieux courir. Bon, bref, c'est comme ça, mais notre championnat, il est fait comme ça. Donc, si tu arrives à gérer ça, si les coachs arrivent à gérer l'énergie dans ces moments-là, ben, ça marche bien. Mais moi, je t'écoute, Jérôme, tu dis que Bienne est en lutte pour la 3e place avec Zurich et Rapperswil. Est-ce qu'on se dirigerait pas vers un Rapid Bienne pour la revanche de l'année passée en playoff? Pour la revanche des pré-playoffs de l'année passée, où Bienne était complètement passé à côté, pourquoi pas? Ouais. Pour l'instant, on est à Bienne Zurich au niveau des playoffs. Oui, pour l'instant, c'est Bienne Zurich, pour l'instant, mais... Ouais, mais ça peut bouger. C'est vrai que Bienne a l'avantage. Hein. Ils ont 2 matchs de moins que Zurich et Rapperswil. Hein. Ils ont moins de points, mais au point par match, ils sont entre les deux clubs au bord du lac de Rapperswil pour faire plaisir à Simon. Je ne sais pas s'il est dans le chat aujourd'hui. Mais ouais, effectivement, c'est vrai que c'est intéressant d'un Bienne qui pourrait jouer les troubles faits là, dans ce milieu du top 6 pour aller titiller Rapperswil. Cette fan de Bienne, vous préférez choper Zurich en partant ou Rappi? Rappi, je pense. Je sais pas, j'ai pas regardé les résultats de cette année entre les équipes. Contre Rappi, désormais il y a un petit quelque chose. Il y a cette défaite l'année passée en pré-playoff qui est restée en travers de la gorge du Biennois. Ouais. Et je pense que s'ils pouvaient les croiser en playoff et puis laver l'affront en playoff, leur rendre leur monnaie de leur pièce, je pense que les Célandais seraient satisfaits. Ce serait déjà un bon passage de la... ce serait déjà une réussite dans la saison, déjà d'atteindre les demi-finales, ce serait pas mal. Je pense que tous les clubs seraient contents. Mais en plus, si tu peux le faire contre un adversaire qui t'a fait mal l'année passée, ça peut être intéressant. Bon, après, pour le prestige, si tu peux sortir Zurich en quart de finale, c'est pas mal aussi. Hein. Oui. Mais bon, pour être champion, il faut battre tout le monde, non? Faut battre les 3 équipes que tu as contre... Faut battre les 3 équipes, donc... Au cas si tu as les pré-playoffs et puis que tu vas jusqu'en finale. Il y a Quentin qui a une question par rapport à ce que tu parlais des 5 étrangers. Jérôme, est-ce que c'est l'année prochaine que l'Alex Souter s'arrête? On sait que l'Alex Souter, c'est le nom qu'on a donné à cet accord avec la NHL, que si un joueur signe un contrat et qu'il part en Amérique du Nord, l'équipe peut avoir un étranger de plus. Stéphane, il me semble que c'est juste que ça s'arrête cet été puisqu'il y a l'augmentation du nombre d'étrangers. L'histoire du temps d'un étranger de plus, ça s'arrête. Ça s'arrête. Exact. On ne peut pas aligner un étranger en plus. L'accord avec la NHL persiste. Les joueurs n'ont plus besoin d'avoir les clauses dans leur contrat pour les sorties. L'accord avec la NHL persiste, mais personne ne pourra avoir un étranger de plus à cause de ça. Et ça, c'est une bonne chose parce que je trouve ça con. Sérieusement. On a vu la difficulté que ça a fait à Zug avec le retour de Greg Hoffman et on avait un 5e étranger, puis maintenant il y en a 6 sous contrat et puis il y en a 2 qui sont surnuméraires. L'idée, elle était bonne à la base, c'est que de dire, si tu perds un joueur, parce qu'on sait que les contrats de NHL, ça se signe tard, si tu perds un joueur début août sur le marché des transferts, donc forcément, c'est un super joueur suisse que tu perds, il faut donner la chance à l'équipe de pouvoir le remplacer parce que c'est un peu pas correct. Je comprenais l'idée de base, mais maintenant, avec l'accord, puis tout ça, puis comme l'histoire de Pius Suter, ça c'est un peu ridicule. C'est comme ça c'est fait, lui, son contrat a été rompu, puis c'est un nouveau contrat, donc ils ont eu deux. C'est un peu limitant. Puis Quentin, quand il a entendu le calendrier, quand un supporter de Genève, il dit si bien pouvait battre Davos, ça arrangerait bien Genève. Je pense que la part d'un supporter genevois, ça doit être un peu compliqué de dire ce genre de choses à la base, parce que c'est quand même encourager une équipe qu'on n'aime pas forcément du côté quand on est supporter d'une autre équipe.
Bon, bah, on a parlé rapidement de Bienne, il me semble, messieurs. C'est vrai Ah, qu'avec bien, un seul mais- match, non, Ils ont mais eu bien, qu'un mais- match. Ils ont eu qu'un match, donc ça va vite. Non, mais hein. bien, ça va toujours bien, les gars. Sérieux, Jérôme, toi qui es près du club de Bienne, c'est un fleuve Mais tranquille. avec à toi, je suis Bienne. près de partout. Je suis près d'Ajoie, je suis près de Ouais, Bienne, je suis t'habites près. à J'étais mi-chemin à entre les deux, l'Effice, ça. j'étais. Ah, ben, c'est ça. Non, mais c'est vrai, à Bienne, il n'y a pas trop de saga, ça coule, ça va. La Écoute, communion avec les fans est je vais bonne, la gestion prendre- est bonne, Steinegger a une bonne réputation, bon chic, bon genre, bonne réputation. Il y a des vestons au Canada qui vendent comme ça, c'est un spot de pub à la télé, bon chic, bon genre, bonne réputation. Je trouve que ça correspond tellement. Ouais, je sais bien, moi, si j'étais en Suisse, je prendrais Steinegger pour faire une pub là-dessus. Bon chic, bon genre, bonne réputation. Tormainen aussi, une image irréprochable. Madame Mérillard, irréprochable. Villard aussi. C'est vrai que Sérieusement. c'est un club qui n'a pas d'histoire, c'est vrai. Ben, il n'y a pas de mauvaises histoires. C'est Il y a vrai ce pas que tu de... dis. Voilà, voilà, les gens sont contents, il y a des donateurs, on a construit une nouvelle patinoire. Voilà, depuis que Schlaepfer est parti, il me semble qu'il n'y a plus, évidemment, il n'y a plus de tête d'affiche, il n'y a plus de grande star, parce que c'était lui la grande star. Et maintenant, il y a un paquet de gens, nickel, tip-top en ordre. C'est vrai, c'est vrai. Puis on fait des transferts petit à petit, puis on va chercher des bons joueurs, on a une bonne équipe, puis on a une équipe attrayante sur la glace, des joueurs qui peuvent marquer des buts, on a des étrangers assez spectaculaires, on a rapatrié le Az. Sérieux, c'est une affaire qui roule. C'est pour ça qu'on n'a rien à dire. eh ben, ça va être le mot de la fin pour cette partie C'est sur la vrai. FC Bienne. Merci C'est pas Stéphane ironique pour ce une que je belle, dis, c'est vrai, pour une c'est la belle vérité. conclusion. Écoute, il y a C'est la quelques années, il y avait l'entraîneur du HC Ajoie qui était Malinowski qui avait dit Bienne, c'est bien. Bien, c'est bien. Merlin Malinowski, je me souviens de ça, moi. Ben voilà. Il a coaché Ça à va être le Ajoie nouveau aussi, slogan qu'on va avoir partout. Ce sera plus ici c'est Bienne, ce sera Bienne c'est bien. Écoute, c'est ce qu'il avait dit. d'ailleurs. Ouais. Il a dit Bienne, c'est bien. Bon, bah Ouais. on se dirige vers le Léman et on va commencer avec Genève Servette. Un Genève qui, on l'a dit, a connu un gros trou d'air de 2 minutes 43 contre Fribourg vendredi. On a vu une réaction lors du troisième tiers, mais ça n'a pas suffi pour renverser la vapeur sur la glace de la BCF Arena. Même chose le lendemain contre Berne, avec un deuxième tiers un peu catastrophique, dominé par les Ours, qui s'est terminé finalement par une victoire où on a de nouveau vu du caractère de la part des Genevois qui ont pu passer l'épaule. Au final, Stéphane, Genève a gagné le match qu'il fallait gagner pour la lutte pour les pré-playoffs et pour la 6e place. Effectivement. C'était deux gros matchs. Bon, j'aime bien ce que je vois de Genève, honnêtement. Je trouve que, franchement, il faut le dire, là, depuis que Yann Cadieux a repris, tout est retombé en place gentiment à Genève. La Gauthier Desclous a pu soigner sa blessure. On a trouvé une solution. Il y a beaucoup. Depuis la pause de novembre, il y a beaucoup de bonnes nouvelles à Genève. Les trucs, la période là où les astres n'étaient pas alignés et que tout allait de travers, elle est derrière. Et là, les choses se sont replacées à gauche, à droite, dans les bureaux, les administratifs, les signatures de contrats. Tout tombe en place. Et puis, c'est une équipe qui va être redoutable, messieurs. Je pense que Genève, il faudra compter avec eux parce qu'ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence. Et si les gardiens tiennent le coup, si Desclous arrive à retrouver son élan de l'année dernière, parce que cette année, je trouve qu'il est un petit peu en dessous, il a été blessé, il y a plein de bonnes raisons. Si tout à coup, il y a du goaltending, si les gardiens arrêtent des pucks de façon constante, il faudra compter avec Genève. Ils vont être dangereux pour la 6e place déjà. Et c'est une équipe qui retrouve son panache, son caractère, qui est redoutable. Et je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui souhaitent rencontrer Genève en play-off, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, Non, je crois que tu as raison. Ouais. Fabrice, petite précision, trou d'air, c'était un jeu de mots puisque les ex sont des volatiles et que... Voilà, c'était ça. Oui, il n'y avait pas photo dans le jeu entre les Dragons et Genève lors du deuxième tiers et dans la période où les Dragons ont marqué 4 buts. Vas-y, Jérôme. Bah écoute, avec ce système de points par match, quand tu gagnes des matchs, tu augmentes ta moyenne, mais quand quand tu perds ton match, tu recules au classement. Donc, ils ont battu Davos, ils ont battu Berne, c'est les points qu'il fallait faire finalement de la victoire face à Fribourg. Ça n'aura pas changé grand-chose parce que là, en battant Davos et Berne, Genève a augmenté sa moyenne, mais a fait baisser celle de Davos et a fait baisser celle de Berne. Donc, c'est exactement les matchs qu'il fallait gagner. Après, ils sont comme Fribourg, ils ont 3 matchs, 6 points. Ils ont gagné les 2 à la maison.
c'est une super semaine, surtout que mardi contre Davos, si je ne fais pas d'erreur, les étrangers venaient de rentrer des Jeux Olympiques. Tom Ernest venait de rentrer des Jeux Olympiques. Voilà, les Finlandais, eux, étaient encore Finlandais n'étaient même pas encore là. Donc, tu vois, c'était un match qui était très compliqué. C'était le gros match piège. Ils l'ont gagné. Et puis maintenant, cette semaine, c'est demain Ambry. Et puis samedi, ils reçoivent Zoug. Et vendredi, ils vont à Joie aussi. Et puis vendredi à Joie. Donc, ils peuvent encore mettre des points au chaud. Et puis, dans cette lutte pour la 6e place, c'est eux qui sont les Genevois juste derrière Davos. Ils sont mieux que Lausanne, mieux que Lugano. Donc, il reste de quoi de faire des points. Hein. Ils ont encore un calendrier favorable. On va en parler demain en studio. 2 matchs, je pense, contre Ajoie, un match contre Langnau, quelque chose comme ça. Donc, un calendrier peut-être plus favorable contre des équipes un peu moins bien classées que d'autres équipes. Lausanne qui aura un match en moins, visiblement, qui ne pourra pas disputer contre Langnau. Donc, un match peut-être à la portée de Lausanne qui ne pourront pas discuter. Donc, Lugano, ça me peut tirer dans le pied ce week-end. Donc, Genève est plutôt bien placé. Là. Les Astres semblent vouloir s'aligner un petit peu pour eux. Mais pour revenir au match du week-end, je pense que la semaine passée, ils ont fait un bon match à Davos. C'était 3 points vraiment capital. Évidemment, c'est un match à 6 points. Aujourd'hui, on peut le diviser, évidemment, par la moyenne. Par contre, à Fribourg, vendredi, de première période, ils ont un petit peu suivi le jeu de Fribourg. Fribourg a monté un peu les crocs. Mais il y a eu un petit événement dans ce match-là. Il y a eu 2 événements la semaine passée dans les matchs. Il y a eu 2 bagarres à point, des vraies bagarres. Hein. Humble et Richard, et puis Maurer et puis Souter. Et Souter, ouais. On n'a pas beaucoup de bagarres cette année, honnêtement. Depuis 2 ans, l'année passée, il y avait peu d'émotion. Il y a eu 2 bagarres vraiment solides, quoi. Ça s'est approché comme il faut. Et avec lâcher le gant aussi, donc c'est décision facile pour les arbitres aussi. On rappelle d'ailleurs la règle, Stéphane, si on lâche les gants en Suisse, c'est 5 plus match. Oui, 5 plus match. À moins que tu subisses l'autre. Bon, il peut y avoir un 5 minutes tout seul, mais en général, c'est 5 plus match. Merci, bonsoir. C'est ce qui est arrivé. Donc voilà, pour répondre à Elodie qui a écrit au moment où on le disait, il a acheté les gants. Il a acheté un gant. Marco Maurer, Dave Souter aussi jeté un gant, et ça suffit. C'est juste le fait de faire ça avec le poignet, donc de volontairement lâcher le gant. Il peut tomber, hein, on peut donner le coup, puis prendre de l'élan, puis le gant repart. Ça, les arbitres vont pas le sanctionner, mais le fait de descendre la main vers en bas, pour libérer la main du gant, c'est 5 plus. Oui, c'est ça, t'as lâché les gants. Et puis bon, c'est Tanner Richard qui a cherché Humble, il l'a trouvé parce qu'Humble s'est bien défendu. Puis il y a Maurer qui a cherché Souter, et puis qui, après ça, a voulu s'arrêter. Il a dit let's go. Puis finalement, non, on va laisser tomber. J'ai changé d'idée, excuse-moi, je peux prendre un temps mort, mais non. Et Souter lui a dit temps mort, c'est trop tard, t'es expiré. Et puis là, il a mal. Les deux Genevois ont mal paru, honnêtement. D'habitude, c'est plutôt l'équipe qui est assez entreprenante dans ce domaine-là. Et les deux Genevois ont plutôt mal paru là, dans leur bagarre. Et ça, les gars, moi, celle d'Humble, OK, mais celle contre Fribourg, cette bagarre-là contre Fribourg, j'en ai parlé dans le back-check. Ça, c'est un message. Je sais que dans le vestiaire à Fribourg, les joueurs savent que ce n'est pas une équipe qui est spontanément très solide physiquement. Quand les débats se durcissent un peu, ils sont un petit peu soft. C'est une équipe plus de dentelle, de technique que de rage. Genève a la réputation d'être plus tough un peu physiquement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gars dans le vestiaire à Fribourg, selon ce qu'on me dit, qui disent à Souter, mais c'est ton rôle un peu, là, des Camerzins, des Souters, des gars comme ça, d'aller un peu montrer un peu les dents là, quand ça chauffe un peu pour montrer qu'on ne se laissera pas faire physiquement. Et là, Souter a réagi. C'est Maurer qui l'a invité, puis il a réagi, puis là, il a donné une petite correction à Maurer, qui est quand même un tough dans cette ligue-là. Et ça, pour une équipe comme Fribourg, ça peut être important. Si on affronte Genève, même contre les autres équipes, mais spécialement si on affronte Genève, ça peut être quelque chose qui va faire grandir tout le monde d'une couple de centimètres. Vous avez vu quand Souter est sorti de la glace, il est passé au banc, la caméra était sur le banc, puis coff. Moi, ils sont tous venus le féliciter. Il a été rappelé par les supporters, d'ailleurs, Dave Souter. Alors, ça, c'est un effet... Il l'appelle Rocky maintenant. Il l'appelle Rocky sur les réseaux sociaux. Mais c'est quelque chose d'important pour une équipe de dire, Souter, lui, si ça brasse, si Rod, si Richard, si Winnick essaie de nous en mettre, Maurer essaie de nous intimider, Souter, il va sortir puis il va pouvoir en castagner. C'est mental, ça aide les joueurs à se dire, physiquement, là, on ne va pas s'en laisser imposer. Lui, il va aller nous défendre, etc. Et ça peut avoir un élément, c'est des petits détails qui, des fois, changent un peu. On peut avoir une conséquence beaucoup plus grande qu'on l'imagine. À mon avis, c'est ma lecture de la situation. On verra dans les playoffs, peut-être que ce ne sera pas ça du tout. Mais ça peut être
pas mal. Peut-être que Souter, il a dit, bon, j'ai l'occasion, je vais y aller, go. Puis à la grandeur et à la grosseur qu'il a, il s'est déjà battu aussi en Amérique, il est solide. Hein? Et puis, c'est un peu son rôle, finalement. C'est qui d'autre que lui peut faire ça dans cette équipe? Pas des Bon, Harnais, qui va faire ça. Brodin et lui. Brodin et lui, je pense. Personnellement, je ne me serais pas attaqué à Dave Souter. Hein. Si je devais en choisir un Non. à Fribourg, je ne serais pas allé vers lui. Mais, Non, mais ça. Dave Souter était à côté du but et a touché des clous, c'est pour ça que Morer y est allé. Fabrice nous dit Souter a mis les points sur les i, enfin plutôt sur Morer. Donc ça fait un joli petit jeu de mots. Bravo. Mais il est très grand, Dave Souter. Hein. Oui, ah ouais, c'est difficile à c'est une belle pièce. Hein. Morer aussi, il est grand même. Ah non, c'est solide. Et puis là, lui, il attendait plus à rire, c'était parti. Et ça, c'est. Tu sais, je dis que les étoiles sont alignées pour Fribourg cette année. C'est peut-être quelque chose de plus dans le décor qui fait que ça peut être pour les autres joueurs, c'est important, je pense. Et si on revient sur Genève, il y a une question d'Elodie qui nous a posé 2 fois différemment. Pas de 5e étranger pour Genève. Comment on fait si des étrangers se blessent, gardien compris? On a entendu Marc Gauchi samedi soir. Hein, il est venu à la Comcam avec moi. Il n'a pas voulu donner de nom, mais il a bien fait comprendre qu'il avait engagé beaucoup de licences B. Combien, ça, c'est toujours la même chose. Qui, c'est toujours la même chose, mais que dans le lot, il y avait des étrangers aussi. Donc, ça va partir là-dessus, je pense, du côté de Genève Servette. On va pas se creuser la tête pour trouver un gardien étranger, quoique actuellement, il y a du choix entre ceux à Riga et ceux à Jokerit Helsinki, plus tous les autres clubs russes ou finlandais qui ne font pas les playoffs. Donc, ouais, il y aura du monde sur le marché, là, ouais. Peut-être que ça va encore changer aujourd'hui. On sait que c'est demain. Stéphane, est-ce que tu te souviens de l'heure? Je crois que c'est midi hors Suisse ou minuit hors Suisse. Je sais plus, mais c'est... Voilà. Ouais. Pascal, répète-nous ce que Gauchi t'a répondu en entrevue samedi sur la reconduction de Yann Cadieux. Ils allaient encore discuter. Alors officiellement, Yann Cadieux, il a encore un contrat. Il a été prolongé comme Patémon, Louis Matt, Sébastien Beaulieu à la fin de la saison passée pour 2022-2023. Mais en gros, ils réfléchissent de savoir qui est... s'ils vont le garder comme coach principal, ça dépendra des résultats, ou s'ils vont le remettre comme assistant et aller chercher un autre entraîneur principal. Il n'y a que Richard Franson sur le banc qui n'a pas de contrat pour la saison prochaine. D'accord. Ok. En gros, c'est ça qu'il a dit, Marc, lorsque je lui ai posé la question. Donc, il n'exclut pas la possibilité que Yann Cadieux redevienne assistant et d'engager un nouveau head coach, c'est ça? Voilà. C'est assez étonnant quand même. Surtout que les résultats sont là. On se rappelle quand Yann Cadieux a repris Genève Servette, ils étaient bien bas au classement. Hein. Ils étaient bien bas. Et là, ils sont remontés 7e. Ouais. Ils étaient en dessous de la 2e barre et là, ils sont juste en dessous de la première barre. Ils étaient avant-derniers. Voilà. Ils étaient avant-dernier du classement, non? Ils étaient juste 11e, t'es 11-12e, oui. 11-12e. Puis là, ça serait tout un exploit de remonter, hein, parce qu'honnêtement, il faut gagner des matchs sur une base régulière pour remonter au classement de cette façon-là. Tu parlais de Fribourg tout à l'heure, qui a 20 victoires en 23 matchs à domicile. La victoire de Genève contre Berne samedi, c'était la 11e consécutive à domicile. Pas mal. Pas mal, hein. Et puis si tu prends les 10 derniers matchs, ils ont perdu une fois au tir au but et une fois en temps réglementaire, c'était vendredi contre Fribourg, sur les 10 derniers matchs. Ouais, psychologiquement aussi, ça peut jouer pour les playoffs, ça. Quand tu sais que tu vas affronter quelqu'un qui est quasiment invaincu à la maison, ça peut jouer dans les têtes aussi. Exact. Un autre, Pascal nous rappelle quand même que l'infirmerie était bien trop remplie pour Genève au moment où Patémon était licencié. Ah oui, mais ça on le dit. Moi, je le dis. Hein, je veux dire, Cadieux fait du bon boulot, mais il a eu de la chance parce qu'on a trouvé une solution au goal. Puis le gars qui est venu, Niffler, a fait des miracles, super bien joué. Il y a eu retour de blessures, etc. Comme Gary et puis Patémon, eux, les étoiles n'étaient pas alignées. Leur horoscope était probablement très, très mauvais pour ces mois-là. On va voir dans les astres, mais c'est ça. Là, honnêtement, il ne faut pas lancer la pierre. Moi, je ne lance pas la pierre à Patémon et puis à Gary Sheehan. Respect pour le travail qu'ils ont fait, il ne faut pas oublier. Et c'est des métiers de merde, les gars. Je vous le dis, moi, entraîneur de hockey, je leur parle régulièrement aux gars. Je parle souvent à plein d'entraîneurs avec des amis, etc. C'est des métiers de merde, sérieusement. Tu peux gagner, tu peux être un champion, puis tout ça, tu peux gagner quand même pas mal d'argent, etc. Mais tu peux être un champion, puis quelques mois après, on te jette comme une vieille, une chaude paire de chaussettes sales. C'est exactement ce qui est arrivé à Patémon puis Gary Sheehan. Les gars, ils étaient là. Ils ont eu du succès, ils étaient adulés, ils étaient respectés.
tout à coup, on les jette comme des vieilles chaussettes sales, puis on n'entend plus parler d'eux. Puis pour eux, là, mentalement, c'est hyper compliqué. Les gars savent que c'est un métier comme ça. Tu sais que ça peut t'arriver. C'est comme arbitre, tu sais que tu vas te faire chahuter, tu vas te faire chanter les bêtises, tu vas te faire ramasser. Mais quand ça t'arrive, là, ben, ça fait quand même un peu mal. Ben, l'arbitre, c'est redondant, ça arrive durant l'année, puis voilà, etc. Ça passe. Mais, justement, il y a Pascal qui voulait savoir si c'était mieux arbitre par rapport à ça. Arbitre, c'est vrai que arbitre, tu te fais pas gicler, tu perds pas ton. Tu gagnes jamais, tu perds jamais. Quand et puis tu n'es jamais à la maison. Parce que... Tu jamais sur ta glace. Ça. Voilà, mais t'es pas en fonction des défaites, etc. Mais il y a des périodes aussi comme arbitre où tu dis, chaque fois les matchs, il m'arrive quelque chose d'un peu bizarre. Ça prend un petit peu de chance aussi. Hein? T'as qu'à faire une connerie, t'as fait un mardi soir dans un match de 8-1 en Ambry, personne n'en parle. Quand tu fais une connerie dans un match de 4-4 un samedi soir entre le premier et le deuxième ou en play-off, ben, ça te colle à la peau pendant 6 mois. Ça prend de la chance. Ouais. Mais pour revenir au coach, c'est des métiers affreux, quoi. Serge Pelletier à Lugano, il a pris cette équipe-là, il était 11e. L'année d'avant, il a fait un super job. Je pense qu'ils ont fait les playoffs. Et puis l'année passée, il finit 2e. On le remercie. Merci, bonsoir. On va chercher un autre entraîneur. Est-ce que Lugano fait mieux cette année? Non. Pourtant, ils ont plus de joueurs. Tout le monde les mettait très haut. Mais non, on l'a dit. Ciao Bello, parti. Jason O'Leary, on savait qu'il n'y avait pas d'équipe. Il a été licencié aussi, les joueurs ont blasté sur lui, etc. On entend plein de reproches aussi, il est trop personnel avec les joueurs, peu importe. Mais c'est un métier, mais il faut être solide, hein? Il faut être solide. Les gens ne se rendent pas compte, mais il faut vraiment être solide dans la tête. Parce qu'il y a, c'est qu'au moment où tu es engagé, tu sais que tu vas être viré un jour. À moins que tu t'appelles pas savoir si tu vas être viré, c'est quand tu vas être viré. À moins que tu t'appelles Del Courto et que tu fasses plus de 20 ans, mais sinon, tu sais qu'au moment où tu es engagé, tu vas être licencié à un moment donné. Puis ça finit en général. Tu n'es jamais remercié. Ça finit jamais bien. Mais ça finit jamais bien, non? C'est comme les histoires d'amour selon l'Erita Mitsuko. Comme dans la vie en général, ça finit vraiment bien. C'est ça. Il y avait une question de Laurent Tonelli par rapport au poste d'entraîneur. Il me disait qui va accepter d'être entraîneur en chef à Genève Servette si Cadieux reste assistant. D'autant plus quand on voit ce que Cadieux a fait avec l'équipe depuis le changement d'entraîneur. C'est une bonne question. Peut-être Bob Hartley, quelqu'un que Laurent connaît bien. Moi, je pense pas que Bob Hartley va prendre sa retraite à la fin de la prochaine saison. Il en a marre. Il a dit qu'il arrivait au bout. Mais effectivement, qui va vouloir avoir Yann Cadieux à sa droite? À sa gauche, sur le banc, je sais pas. Donc, ce qui s'est passé, ça s'est quand même passé. Il était vraiment en conflit avec Patrick Aymon. Ils ne s'entendaient pas. Les deux gars ne se parlaient plus. Il ne pouvait pas les mettre dans la même pièce. C'est Louis Matt qui faisait un peu le tampon entre les deux. Ils ne pouvaient plus cohabiter. Les deux gars ne pensaient plus la même chose. Et puis finalement, on remercie. Comme les résultats n'étaient pas là, c'est Yann Cadieux qui a repris. Effectivement, ça ne va pas être c'est compliqué. Hein? Le gars qui va mettre les pieds là, il va dire est-ce que je vais avoir. À moins que ce soit un ami à Yann, mais moi, je pense que s'ils ne gardent pas Yann Cadieux, ils ne peuvent pas leur mettre assistant. C'est mon avis. Hein. Ça serait bizarre, en effet. Ils ne peuvent pas leur mettre assistant. Lui, je ne suis pas sûr qu'il va accepter, même. Je ne sais pas. Mais le gars, c'est compliqué. Mais là, on parlait d'un Suédois aussi. J'ai entendu la piste suédoise, les gars. La piste suédoise ou un Suédois que Genève pistait depuis longtemps. Le gars, il y avait un entraîneur suédois qui était dans les papiers de Mark Gauchi, mais lui, il voulait venir avec toute son équipe. Il dit, moi, si je viens avec l'entraîneur de gardien, l'assistant coach, c'est tout juste s'il ne prenait pas le chef matériel puis le masseur avec. Mais il voulait venir avec toute son équipe. Puis il a dit, moi, si je viens avec mon équipe, je ne viens pas travailler avec les assistants canadiens puis les gars qui sont là depuis longtemps, etc. Il paraît que c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Mais cette piste-là ne serait toujours pas exclue selon ce que j'ai entendu. Alors, j'ai pas de... Je vous dis, c'est des rumeurs. Je mets des si et des raies, elle ne serait pas morte. Cette piste-là ne serait pas morte. C'est pour ça que ce que Gauchi t'a dit samedi, ça t'a intrigué. Ça m'a fait bizarre. Oui. Ça m'a intrigué. Qui ne confirme pas. Est-ce que cette piste-là est toujours chaude? Je ne sais pas. N'oubliez pas que Tom Ernest est en négociation. Et ce gars-là aurait un certain lien avec Tom Ernest. Je dis ça comme ça. Laurent, il a un argument. Laurent Tonelli, toujours, il a un argument pour pas faire venir le Suédois s'il viendra avec son chef matériel, c'est qu'à Genève, on ne touche pas à Jimmy Homer. Ah non, mais Jimmy, c'est le Arnaud Del Courto des chefs matériels. Ça fait 20 ans qu'il est en place.
C'est le Arnaud Colcourteau, c'est la légende des chefs matériels en Suisse. Oui, c'est lui. On l'a pas, puis en plus, c'est vrai. Et puis il a donné du travail à 2-3. Il a trouvé des chefs matériels pour 2-3 clubs en Suisse aussi, notamment à Lugano. C'est le chef matériel de Lugano qui est un Suédois, qui est le chef matériel de l'équipe nationale de Norvège aussi. C'est Jimmy qui lui a trouvé le boulot. Son assistant actuel à Genève, il a été à Ombrie avant, Jordan Nadry, qui est également chef mat en équipe de France. Voilà. C'est un petit monde. Ah oui. C'est ça. Ils s'entraînent beaucoup. Sur dit en passant, les chefs matériels entre eux s'entraident beaucoup. Hein, oui, c'est de plus en plus. Ça n'a pas toujours été le cas en Suisse, il y avait pas mal de concurrence. Ouais. Mais ça, c'est un autre débat qu'on fera peut-être une fois avec Jimmy. Mais ouais, pourquoi pas? chefs C'est sympa. Un reportage Ça chaud. va être sympa. Ouais. Aiguiser mes patins pendant des années. C'est le seul qui touchait mes patins. Il y a des joueurs en équipe de Suisse qui allaient aussi le voir, et pas que des jeunes voix d'ailleurs, qui allaient le voir quand il était avec l'équipe de France dans le même groupe, dans la même patinoire que l'équipe de Suisse. Ouais, exact. Donc voilà, il nous reste un club, messieurs, à aborder, c'est le Lausanne Hockey Club. Alors je vous propose qu'on remonte 60 km en direction du nord-est pour pouvoir en parler. Lausanne qui a connu une victoire et une défaite ce week-end, comme Lausanne nous a habitués depuis le début de la saison. Mais au final, les Lions Vaudois ont battu un adversaire presque direct et ont perdu contre la troisième meilleure équipe du championnat. Alors je pense que c'est frustrant, Stéphane, pour les supporters, mais finalement c'était un peu comme pour Genève, le résultat attendu sur ce week-end. Écoutez, Lausanne a battu 2 fois Ambry cette semaine, une équipe en dessous d'elle, puis a perdu contre les 2 équipes au-dessus. Lausanne a fait un peu du Lausanne, c'est-à-dire gagne un match sur 2 en gros. Tout à coup, on sent un embelli, on se dit, c'est reparti. C'était quoi? Non, merde, on tombe dans leur travers. Il y a une statistique, les gars, qu'on va en parler demain. On a préparé le studio de demain ce matin et tout ça. Puis il y a un truc. La réussite, on parle souvent de la réussite de Lausanne devant la cage. C'est flagrant, on se dit, ils n'arrivent pas à foutre le puck au fond. Ils génèrent de l'attaque, etc. Et j'ai calculé le taux de réussite. Le taux de réussite de Lausanne devant la cage adverse cette année, c'est légèrement en dessous de la moyenne. C'est 9% à peu près la moyenne. Ils sont à 8,85. OK? Les adversaires, le taux de réussite des adversaires devant la cage de Lausanne, c'est 10,8. Ça veut dire que les gardiens de Lausanne ont un taux d'efficacité cumulé de 89,2%. Là, je parle de Oslund, du petit junior qui a joué une fois, là, malgré lui, le nom Berti. Oslund qui a gardé pratiquement la cage. Boltzhauser et Tobias Stephan. Tobias Stephan est à peine au-dessus de 90%. C'est sa plus mauvaise saison en saison régulière depuis longtemps. Je ne veux pas y lancer la pierre. Et Boltzhauser ne fait pas une saison extraordinaire. Et puis Oslund, puis l'autre, ce n'est pas des gardiens qui sont prêts à ce niveau-là, à mon avis. Puis le jeune, voilà. On parle pas. Mais ça fait 2% de différence. Alors qu'on vantait cet été les gardiens du LHC après la saison passée. Je ne veux pas les charger, mais je trouve que les gardiens du LHC, je regardais Boltzhauser mercredi, j'ai commenté le match, je regarde les matchs, ils ne font rien d'extraordinaire. Ils sont largement en dessous de la moyenne de la Ligue. Tu n'es même pas à 90%. C'est la note de passage pour moi, 90%. C'est comme un power play en bas de 15. C'est la note de passage. Après ça, c'est catastrophique. Un piqué en bas de 75, c'est presque catastrophique. Là, on parle de l'efficacité. Lausanne, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas si loin que ça de la moyenne. Les gardiens. Moi, j'aime bien Tobias Stephan spontanément. Quand je me dis ça, je me dis non, mais Tobias Stephan, c'est un bon gardien. Et il fait des bons matchs. Mais là, tu regardes les chiffres, quand même quelque chose à dire. C'est intéressant ce que tu dis, Steph, parce que j'ai commenté le match de Lausanne à Ambry vendredi. Et je me suis dit, tu vois, les 3 buts qu'a encaissé Stéphane, ces 3 buts, on ne peut rien y reprocher. Et puis les arrêts qu'il fait, il faut les faire. Mais les buts qu'il prend, il n'a pas fait un big save sur un des 3. Mais on ne peut rien lui reprocher. Il a fait son match, si tu veux. Les 3 buts qu'il prend, c'est normal qu'il les prenne. Et puis les arrêts qu'il fait, c'est normal qu'il les fasse. Comme Boltzhauser mercredi à Fribourg. Celui de Di Domenico, là, je pense que c'est le 4e but. Il passe entre les pattes. Il va à courte distance, réaction. Ouais.
C'est pas un sapin de la ligne bleue, comme on dit au Québec. C'est pas un truc épouvantable. Mais On en n'est plus vrai, à tu peux Noël, rien Steph. reprocher, Les tu vois. sapins, c'est plus tellement de saison. Non, mais- Non, mais c'est qu'ils sont. À un moment donné, ton gardien, il faut qu'il t'envole 2-3. Là. Tu sais, quand tu fais. Le principe du gardien, c'est qu'à un moment donné, il doit te faire des arrêts, il doit te récupérer des conneries. Hein? C'est ça le principe d'un gardien. Tu sais, qu'on compare à Davos. Davos, Schliemann, il a gardé 25 matchs cette année, à peu près comme Tobias Stéphane. Il est à 94%, les gars. C'est 4% de plus. Là. C'est un but par match, ça. Bon, il faut voir aussi Plus les qu'un tirs but par qu'il reçoit. match. Il faut aussi voir d'où viennent les tirs aussi. Hein. Ouais, c'est ça, mais Parce que si tu parce n'as que que si des c'est- tirs si t'as Est-ce que que des le- tirs éloignés depuis les bandes sur les côtés, c'est aussi Ouais. peut-être plus facile de les arrêter. Hein. oui, mais Mais- sur l'ensemble de la saison, je ne suis pas sûr. Mais c'est vrai que ça fait un gros écart. Là, Ouais. on dit que Lausanne a quand même une défensive pas si mal. Ben, ouais. Il me semble, sur le papier. Hein, on Il y a, s'entend il y a que pas mal c'est d'internationaux. Hein. Voilà, l'année passée, je vous rappellerai que c'est une équipe qui était la meilleure défensive dans la Ligue. Puis les deux gardiens l'année passée, les deux étaient très C'est les bons. mêmes. Mais ils sont Mais toujours. il semble- Si tu prends par exemple les tirs cadrés concédés à l'adversaire, c'est toujours la meilleure équipe, Stéphane. Mhm. De ce côté-là, j'ai pas le chiffre en tête, mais ils sont premiers. Je vais aller le chercher pour. C'est eux pas dire de qui en bêtises. concèdent le moins. C'est eux qui concèdent le moins de tirs à l'adversaire. Puis tes gardiens ne sont pas. Donc évidemment, il faudra regarder. Mais Donc, Tiens, entre 90 ils sont puis à 90. 27,72 par match. Comme ça, on va prendre la moyenne. Tirs concédés à l'adversaire, dont seulement 10,5 depuis le slot, depuis l'enclave. Donc c'est pas. donc, Là aussi, c'est la donc, ce meilleure que tu es en équipe train de me dire, c'est que les statistiques que je viens de te dire sont catastrophiques. C'est encore pire C'est alors. encore pire, ouais. C'est encore pire que ce qu'on pensait. C'est encore pire que ce qu'on Non, pensait. de ouais. bleu. Non, de bleu. On vient de découvrir ça. C'est 13h10, lundi 28. On vient de découvrir quelque chose. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on ne parle jamais. On ne parle pas de ça. On parle du manque de réussite, on parle du power play qui est de la merde, on parle de l'exécution, etc. Mais si tes gardiens t'arrêtaient, si Boltzhauser avait arrêté 2% de plus, 1,5%, puis Tobias Stéphane 2, qui nous a fait une saison à 92%, combien de points ils auraient de plus? Ils seraient là 12. ils seraient là où on les aurait pronostiqués, c'est-à-dire dans le top 6. 9-12, ils seraient dans le top 6. Puis tout le monde dirait que c'est une saison correcte. Donc, voilà. Ça joue Moi, pas je sais, grand-chose. Hein. Non, ça ne joue pas à grand-chose, mais quand tu fouilles un peu, puis c'est vrai, moi, je suis comme toi, Jérôme, je me dis, c'est pas été mauvais, mais pas que l'a trouvé une ou deux fois. Puis, à un moment donné, tu arrêtes des pocs. Au début de l'année, Genève, là, Sébastien Beaulieu, il n'aime pas ça quand je dis ça, mais les gardiens de Genève, ils n'arrêtaient pas époque. Là. Gauthier Desclous, il n'était même pas à 90%. Ah, mais il y a des tirs dangereux, etc. Oui, mais à un moment donné, merde, c'est pour ça que tu es payé pour arrêter les tirs dangereux. À un moment donné, Genève était si mauvais défensivement pour expliquer que Desclous était à moins 3 ou 4%. Il était à presque 94, Desclous, l'année passée. Puis au début de l'année, il n'était pas à 90. Tu sais, c'est 4% à 30 tirs par match. Fallait comme tu veux, c'est un but par match. Là. Un but par match dans ces ligue-là, c'est énorme. Hein? De plus par match que tu encaisses, ça fait toute la différence. Là. Mais écoute, Steph, pour reprendre la statistique que j'ai donnée tout à l'heure, si on compare, si on prend le classement des tirs concédés, on trouve Bienne, Fribourg et Genève derrière Lausanne. Mais après, à moyenne de tirs par match, il y a Zouk qui vient s'en mêler, rapporte également. Mais Bienne concède 28,84 tirs par match, dont 11,2 de l'enclave. Fribourg, 29,7 tirs par match, dont 11,1 de l'enclave, par rapport aux 27,72 et 10,5 de l'enclave pour Lausanne. Ouais. Là, on Berra peut comparer avec Berra, on peut comparer avec Van Pottelberg. Berra est à 93 avec presque 94. Hein? Van Polterberg était à 93 un bout de temps. Je n'ai pas tous les chiffres en tête. Là. Et je vais te dire ça tout de suite. Juste le temps de changer de tableau. Mais ça fait une différence. Il est à 92,3 Van Pottelberg. Voilà, et Berra est à 92,73. Voilà. Et Schliemann à 94. Tu sais, puis Boltzhauser, l'année passée, moi, je suis tout premier, je me suis dit, waouh, là, il est en train de devenir un gardien. Je pense, Boltzhauser, c'était quasiment un Schliemann l'année passée. Il a fait des blanchissages. Puis Tobias Stéphane, c'était le numéro 1. Puis quand Boltzhauser était dans la cage, il gagnait tous ses matchs. C'est vrai. Souvenez-vous de ça? Et puis là, cette année, non. Tu parlais des Schliemann, on va donner aussi la même stat. 31,93 tirs concédés par match, tir cadré, dont 12,00 du slot pour Davos. Donc,
12 du slot, 2 de plus que Lausanne en moyenne par match. Après ça, la définition du slot, la qualité du shoot. Mais quand même, sur la longueur, tu dis, Ça reste les stats de la ICHF, il faut toujours se méfier de C'est toutes ça. les stats. Hein, on sait que c'est pas toujours précis. Non, mais après ça, voilà. mais bon, mais c'est par rapport à ça que je dis qu'il faut se méfier. C'est ça, mais Tobias Stéphane, c'est conséquent, puis Boltzhauser, c'est conséquent, c'est nettement en dessous de ce qu'on a eu d'eux. L'année passée, on disait que Lausanne pouvait s'appuyer sur probablement le meilleur duo de gardiens. Il y avait possiblement 2 gardiens numéro 1, une des seules équipes dans la Ligue qui a 2 gardiens numéro 1. Ben, cette année, pas ça. Ils n'ont pas l'étoffe, ils n'ont pas les statistiques des meilleurs gardiens numéro 1 dans cette Ligue. L'année passée, oui, les deux l'avaient, pas cette année. Olivier qui nous dit Lausanne densifie son slot et empêche les shoots, mais quand ça passe, par contre, c'est dedans. Lionel lui réagissait par rapport à Berra. Il dit, je trouve également que Berra, depuis quelques matchs avant les JO, a un peu la même tendance que Stéphane actuellement. Il est bon, il arrête ce qui est ordinaire, mais ne sauve pas la baraque et ne fait pas d'exploit. Il y a Marc qui nous demande est-ce que le budget du LHC n'est pas largement inférieur à celui de la saison passée. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que Stéphane, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'on a dégraissé quand même pas mal. Même, peu importe ce qu'on en dit, là, les joueurs sont bien payés à Lausanne. Ça, je pense que visiblement, c'est vrai. Je ne vois pas les contrats, mais on est dans les rues de corridor, etc. Les joueurs sont très bien traités à Lausanne. Mais je suis l'idée que Lausanne surpaye systématiquement sur tout le monde, je pense qu'elle est un peu surfaite. Fribourg a surpayé pas mal de joueurs pour les assurer. Hein. Berra, Berchi, Valzer, Souter a signé un gros contrat, Diaz, Aaron, c'est des gars qu'on a en gros surpayés. Voilà, non, mais on est rendu là, tous les clubs sont là-dessus, les budgets ont augmenté, puis les salaires augmentent, etc. Donc, de dire que Lausanne paye systématiquement plus que tout le monde, je n'achète pas cette idée-là. Et je pense qu'on a dégraissé pas mal quand Acker avait un gros contrat. Regardez ce que ça a fait, ça a été quand même une bonne décision. On s'est débarrassé de quelques gros contrats de Joris. Voilà, donc, ça reste quand même un bon budget, je pense, Lausanne, hein, mais c'est pas l'équipe, voilà, c'est pas tout ce qu'on raconte, à mon avis. Du mon humble avis des informations que j'ai. Mais voilà, mais Lausanne a un peu dégraissé. Peut-être que, voilà, on ne peut pas parler de certains choix, etc. Mais je trouve que la saison de Lausanne, elle tient à peu de choses. Entre une saison qu'on considère comme satisfaisante, dans ce qu'on attendait, ou pas, ça tient à peu de choses. Mais je ne veux pas trop charger les gardiens, mais parce que je sais que, par exemple, que Tobias Stéphane prend de l'âge et il est embêté avec un genou. Il a un petit peu les soucis que Christophe Alluet avait en fin de carrière. Donc, quand Boltzhauser a été blessé, il a dû jouer un peu avec des antidouleurs, revenir un peu prématurément, puis il a un petit peu en délicatesse avec un genou. Donc, ça y fait peut-être. Ça faudrait poser la question. Évidemment, on ne vous le dira pas officiellement, mais je pense que ça a un effet aussi. Et puis là, l'année prochaine, on s'en va avec Tobias Stéphane, qui tout à coup, peut-être avec un genou en forme, pourrait revenir à ses moyennes habituelles. Et puis Pounenovs. Est-ce que vous croyez, les gars, sincèrement, que Pounenovs est meilleur que Boltzhauser? Jérôme? Hein? C'est une question. Je vais vous laisser 10 minutes pour répondre. On répondra à la fin. Écoute, tu ramasses tes copies à la fin, c'est ça, Stéphane? Non, mais tu ramasses tes copies à la fin? Ouais, c'est ça. Pounenovs à Langnau, il n'a pas la défense qu'a Boltzhauser à Lausanne devant lui. Hein. C'est ça. Donc, moi, je pense qu'il fait quand même des sacrés matchs avec Langnau, Pounenovs. Si tu lui mets la défense de Lausanne devant lui... Tu as plus confiance en Pounenovs. Ça peut être pas mal, hein? Je pense que le choix de Lausanne de laisser aller Boltzhauser pour Pounenovs est un bon choix. En tout cas, ce n'est pas un choix perdant. OK. Intéressant. Moi, je n'arrive pas à me faire une idée. Je ne sais pas. J'ai de la peine. Moi, j'aime beaucoup de respect pour Tobias Stéphane. Je ne suis pas aussi catégorique que toi, Jérôme, mais il faut dire qu'à l'époque, quand Boltzhauser a signé à Lausanne, pour aller avec Zurkirchen, j'étais aussi dans le doute par rapport à Boltzhauser. Il m'a surpris. Donc, moi aussi. Voilà, je préfère garder une réserve là-dessus. C'est vrai, l'argument que tu dis, la défense de Langnau n'est pas la défense de Lausanne au niveau de la qualité. Mais en même temps, Pounenovs, il fait une saison qui est assez correcte compte tenu de l'équipe qu'il a devant lui. Écoute, il est à 90.2. Donc il est mieux que les gardiens de Lausanne. Il est... Cumulé, ouais. Il est mieux que Stéphane, par exemple. Ouais. Voilà. Et il a reçu 80 tirs. Non, il a sauvé 80 tirs de plus, Pounenovs, que Stéphane, depuis le début de la saison. Non, comment tu calcules ça? C'est avec les stats avancés? Bah écoute, je viens de voir le site de la Ligue. Tobias Stéphane a arrêté 630 pucks. C'est le nombre de pucks arrêtés.
Ouais, nombre de pucks arrêtés. Donc, il a fait 80 arrêts de plus. Ouais. Parce que les expected save above the average, tout ça, là, avec tes stats avancées. Mais de toute façon, la saison du LHC, ça sera aussi par rapport aux pré-playoffs et aux playoffs. Ah, évidemment, mais écoutez, si Lausanne est champion ou arrive en finale, on va complètement oublier la saison régulière. Ah ben c'est exactement ce qu'on disait avec Fribourg sur les playoffs. C'est de toute façon ça. Donc après pour Lausanne, je sais pas s'ils ont tellement envie en playoff de jouer contre Rapperswil, hein, parce que c'est 4 matchs cette saison, 4 défaites, et les défaites c'est 5-1, 5-2, 7-0 et 5-2. Ça fait quand même du 22-5 de goal average. Hein. Donc je pense qu'il y a une équipe qu'il faut éviter, c'est Rapperswil. Mais bon, on en est encore loin des playoffs. On va encore prendre deux questions sur Lausanne, celle d'Olivier qui nous a posé un petit moment. Hein. Le LHC patine dans la smoule, une dépense d'énergie folle pour pas grand-chose au bout, mauvaise gestion du banc, mauvaise tactique, un retour à un jeu plus classique, simple et préparé serait-il bénéfique Moi, je charge pas l'entraîneur. Les gens chargent beaucoup Fouss. Là, je lis des trucs, j'entends des trucs, etc., etc. Mais moi, je pense que quand je vois les problèmes d'exécution, je trouve que l'exécution n'est pas précise de Lausanne. Et ça, ce n'est pas forcément l'entraîneur. À un moment donné, c'est les joueurs, l'exécution, c'est des passes ratées, le jonglage, le petit contrôle de plus, etc. Ce n'est pas forcément la faute du staff et de l'entraîneur. À un moment donné, c'est parce que les joueurs n'exécutent pas, parce que peut-être qu'on les surévalue, peut-être que... Moi, baser le système, puis tout ça, j'ai de la peine avec ça. Moi, je ne charge pas John Fouss. Je pense que John Fouss fait avec l'équipe qu'il a. C'est une équipe qui génère beaucoup. Il essaie de trouver des moyens de générer de l'attaque, mais le geste final, ce n'est pas lui qui le fait. Et puis le power play, les gars, c'est un truc, c'est hyper dur à entraîner. Tu peux passer pour un génie parce que c'est un power play de génie, mais tu as des joueurs de talent, puis ça se met à cliquer, puis tu ne sais pas pourquoi. Il y a des super entraîneurs qui ont des powerplays de merde, puis c'est pas la qualité de l'entraîneur qui fait le powerplay, parce qu'il y a des spécialistes en NHL qui ne font que ça et puis qui ne trouvent pas de solution. À un moment donné, il y a un aspect de décision que tu ne peux pas prendre. Je veux dire, moi, je vois un gars comme au début de l'année, on a mis beaucoup Baumgartner sur le powerplay, on insistait. Je pense qu'il n'est pas si bon que ça sur le powerplay. Je veux dire, là, on a Damien Ria qui doit aller, je pense, devant la cage. Au lieu d'être le sniper sur le powerplay, il doit être devant la cage. Il fait un excellent boulot devant la cage. Un gars comme Sekatch, OK, il peut jouer sur le powerplay, mais c'est pas un gars qui est super précis dans ses gestes. C'est pas un gars qui... Gernat, c'est pas non plus vraiment un shooter. C'est pas un euro, etc. Berchi, ses décisions en powerplay sont pas très bonnes. Il hésite. C'est un gars qui est tout en puissance. C'est pas un gars qui a énormément de finesse. C'est pas un gars pipi. Donc, moi, charger l'entraîneur puis le système à Lausanne, j'ai un peu de la peine. Je pense que ce que Fouss fait avec l'équipe, on a surévalué, je pense, le potentiel global de cette équipe-là. Je pense qu'il manque peut-être certains éléments qui n'ont pas été remplacés. On parle de Hudon et Malguin. Et puis les gardiens, le fait que les gardiens n'arrêtent pas tant de pucks que ça, ne sont pas au niveau où ils devraient être, ben parce que Lausanne a perdu un paquet de matchs par 1 point ou 2 ou égalité. Là, on cherche peut-être des trucs où il n'y en a pas. Mais les gens sont déçus, c'est drôle parce que les attentes étaient tellement élevées que là, on a une saison moyenne puis tout le monde est hyper déçu. C'est fou parce que puis Genève qui est parti au début de l'année, c'était une catastrophe. Puis tout à coup, ça va bien. Puis là, ils sont à quelques points de Lausanne, mais c'est super. Donc, la perception des choses, elle est... Ça tient tellement à peu de choses. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont négatives. Et comme tu disais en début d'émission, même chose avec Fribourg. S'ils sont éliminés en quart de finale, on aura la perception que ce sera une catastrophe. Si je peux juste dire un truc au niveau tactique, il y a eu ce match assez dingue contre Ambry, là où Lausanne gagnait 2-0, Ambry est revenu à 1-2, après 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5. Et au moment où Berchi marque le 3-5, Lausanne a joué très défensif. Comme pour dire, maintenant, Ambry nous a mis 3 buts, c'est bon, c'est assez, on veut plus se faire peur. Je peux te dire qu'ils ont bloqué la maison, Lausanne. Hein. Ambry a cadré 3 tirs en 15 minutes. Hein. Donc, avec un travail énorme de Sekatch en défense, attaquant qui est venu défendre. Et j'ai l'impression que quand Lausanne vraiment veut bloquer la maison, il la bloque la maison. Hein. Puis ici à Lausanne, on parle beaucoup qu'il y a beaucoup de joueurs. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et puis on parle beaucoup à Lausanne qu'il y a beaucoup de joueurs de centre. Mais est-ce qu'il y a vraiment un joueur de centre numéro 1? Bah non, parce que j'ai l'impression que ça tourne à chaque match. Et puis, même entre eux, Emerton, la semaine passée, il a joué une fois à l'aile, une fois au centre.
Berchi, tout à Exact. coup, il est à l'aile ou au centre. Baumgartner, la même chose. Il y a Tu Fuchs. pourrais Il y a, ajouter il y a peut-être Almond, Fuchs qu'on pourrait dire. Oui, mais Fuchs, c'est un gars qui a eu beaucoup de succès à l'aile. À l'aile, à Bienne. Bienne. Sa meilleure Ouais. saison, rappelez-vous, c'était à Bienne. Comme Berchi, ses meilleurs moments, c'était à l'aile. Berchi, Vermin, Fuchs, c'est tous des gars qui ont eu Jäger. leur meilleur moment à Même l'aile, Jäger, Jäger, il joue à etc. l'aile. Ouais. Baumgartner, il jouait, tout le monde dit que c'est un joueur de centre. À Davos, il jouait à l'aile. Hein. Regardez-le, Ouais. il parlait à plein C'est vrai. d'entraîneurs. Puis moi, moi, je pense que c'est pas un joueur de centre dans cette ligue-là. Mais on a Fuchs qui peut jouer au centre, oui, j'avoue, il peut jouer au centre. Emerton, c'est un joueur de centre, mais c'est un two-way, c'est pas l'étranger type. C'est pas le gars qui va t'amener beaucoup d'attaques énormes. Puis Fuchs, là, on a Fuchs dans le rôle de joueur de centre numéro 1. Ouais, est-ce que c'est un joueur de centre numéro 1 dans cette ligue-là d'une équipe de premier plan? D'une équipe de fond de classement, peut-être à Langnau et à Ambry éventuellement, etc. Mais est-ce que Fuchs a l'étoffe pour être... Regardez ses stats, regardez son parcours. Il arrive là dans les meilleures années de sa carrière. Peut-être que ce sera un peu mieux. Je l'aime beaucoup. Mais est-ce qu'il a l'étoffe d'un centre numéro 1 dans cette ligue-là? Comparez Fuchs avec les centres numéro 1 de toutes les équipes. Est-ce que Fuchs a cette étoffe-là? Je ne crois pas. Jérôme? Non, je pense que tu as raison. Il est là, mais il est sur le premier bloc maintenant avec ses catchs. Après, il gagne pas mal d'engagement quand même. Hein. Je ne sais pas combien il est depuis le. C'est un bon joueur, je l'aime beaucoup, il a le sens du jeu. Mais c'est un gars qui te fait, c'est un gars de 25, 30, 35 points par année. Même il joue sur le power play, centre numéro 1. Il a quand même des super ailiers, il est toujours mis en valeur, puis toujours stagé, comme on appelle. Il est à 44,4% d'engagement gagné. Ça, c'est ça. Il n'avait jamais été bon dans les engagements. Il n'est pas assez fort physiquement. Il n'est pas très bon aux engagements. Mais ça, tu peux vivre avec si le gars t'en donne plus dans le jeu. Mais est-ce que Fuchs c'est. Non, et là, tu dis à Lausanne, tu as des gardiens qui ne sont pas extraordinaires. Tu as un centre numéro 1 qui est Jason Fuchs, qui n'est pas un centre numéro 1, c'est un centre numéro 3 dans cette ligue-là, je pense, ou un ailier sur une ou une 2. Top 6 ailier. Troisième joueur de centre éventuellement. Deuxième joueur de centre à la rigueur, bien accompagné. Mais là, c'est ça. Malguin, c'était le premier joueur de centre l'année passée. Il n'a pas été remplacé. Il n'a pas été remplacé. Non, ça, c'est juste. C'est ça que tu te dis, bon, on l'a peut-être, au début de l'année, on a peut-être mal évalué ce Lausanne Hockey Club. Je m'inclus là-dedans un peu. Je les voyais peut-être un peu plus. Damien Ria, le sniper, etc. Est-ce que c'est vraiment un grand sniper, Damien Ria? Plus je le regarde jouer, plus je me dis qu'il se transforme plutôt vers un Backlisberger que Kylian Motet. Il va devant le but, il gratte, il fait des screens devant le but, etc. J'aime beaucoup son implication physique à Damien Ria. Il ne s'impliquait pas physiquement avant, maintenant. Il y a une implication physique qui est intéressante. Il va devant le but, il aime aller devant le but, il est cross-check et tout ça. Il masque le gardien. Est-ce qu'il n'est pas en train de s'en transformer en power forward un peu plutôt qu'un sniper? Parce que c'est un gars qui n'a jamais marqué 15 buts dans cette ligue-là. Tout le monde dit que c'est un marqueur de 20 buts potentiel. C'est jamais arrivé. Il est encore jeune. OK. Kylian Motet n'a pas marqué 20 buts avant 26-27 ans. Mais oui, c'est des erreurs, peut-être des erreurs de casting ou d'évaluation qu'on se dit, ben, finalement, puis on voyait peut-être Baumgartner meilleur qu'il était. Il a eu des bonnes saisons. Il a fait des points à Davos. Est-ce qu'il est si bon que ça? Son coup de patin me dérange un peu. Je l'aime bien. Il a un bon sens du jeu, mais est-ce qu'il a son coup de patin peut faire. Est-ce qu'il a le coup de patin pour devenir un joueur de premier plan dans cette ligue-là? Je ne crois pas. Il va faire un bout avec son sens du jeu. Puis c'est un gars que les gars aiment bien jouer avec lui parce qu'il voit le jeu. Mais il n'a pas un gros shoot. Sur le power play, on pense. Tu sais, Baumgartner, les gars, il a combien de passes depuis le début de l'année? Ouais, tu nous en as beaucoup. Hein. Il a 5 assists. Il a 5 assists en 38 matchs. C'est quoi sa qualité dominante à lui qu'on a dit? Sens du jeu? Ben oui. Passeur. Passeur, oui, exact. 5 assists. Il a joué sur le power play. Et il a 7 buts. 7 buts, 5 assists. Il a joué sur le power play jusqu'à Noël. Ouais, et parfois sur le premier power play. 5 assists. Si tu es un fabricant de jeu et tu es connu pour ton sens du jeu, c'est ta 3-4e saison dans la ligue, excuse-moi, là, mais il y a quelque chose qui ne joue pas. Là. Soit que tu es mal accompagné, soit que tu n'es pas dans le bon rôle. Non, mais c'est tous des détails comme ça. C'est des joueurs que j'aime beaucoup, mais je dis, est-ce qu'ils sont dans la bonne chaise? Est-ce qu'on les a pas mal surévalués ou mal évalués? C'est très intéressant. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Tu dis, bon, voilà, on s'est tous plantés un peu en évaluant Lausanne au début de l'année. Pourquoi? Ben là, peut-être que ça, c'est pas vraiment ce qu'on pensait. Peut-être que moi, j'aime bien faire ce travail d'analyse après coup, toujours plus malin, évidemment.
Bien sûr. Il y a Lionel qui dit on a très peu de premiers centres suisses dans cette ligue de toute manière. Et Patrick nous On n'a dit pas. on n'a aucun réel sniper suisse en Suisse aussi. Pas beaucoup. Et puis je parlais d'une deuxième, de prendre deux questions. J'ai gardé la question de Laurent Antonelli. On parle d'un nouvel étranger en attaque à Lausanne. Comprenez-vous ça? Ne faudrait-il pas plutôt prendre un défenseur pour avoir une assurance à Garnat? Qui est compréhensible, hein, puisque depuis le départ de Barberio en KHL, bah, il n'y a plus beaucoup d'assurance derrière si Garnat se Non, blesse. c'est vrai que si Lausanne perd Gernat, ils perdent beaucoup. Hein. C'est un peu comme si à Genève, tu perds Temernes. Hein. Exactement. Oui, Ça fait une sacrée différence. Hein. c'est ça. Je sais Ou pas. à Fribourg-Gunderson, mais... Ouais, mais c'est Oui, pour mais ça ils ont qu'ils pris ont Rantakari. tous Donc pris ils un ont, Ouais, justement, ouais, voilà. c'est ça. Moi, je Ouais. pense que Dubé était bon là-dessus. Mais maintenant, après, il faut voir les joueurs qui sont disponibles, etc. Des fois, à l'interne, on n'a pas les mêmes sentiments que depuis l'externe sur l'équipe. Mais à Lausanne, c'est tellement compliqué. Il me semble qu'il y a plein de joueurs où on arrive à donner les qualités dominantes d'un paquet de joueurs. Tu sais, quand on parle de Kylian Motin, on parle de Dernay, tu dis, lui, ça te flash comme état. Lui, c'est ça. À Lausanne, hein, il y a pas qu'un joueur que je me dis, lui, c'est quoi? Oui, il est bon, pas mal. C'est quoi? C'est où? C'est vraiment troublant. Autant à Fribourg, tu dis Valzer, Marchand, tu arrives à le coller des étiquettes ou de les définir assez facilement, même à Bienne. Tu as des artistes, tu as Arton Ice, vous aimez bien les journalistes. Mais tu as des gars comme ça, tu dis Yakovenko, sens du jeu, etc. Forster, c'est le vieux roublard. Le Radgeb, c'est le shooter depuis la ligne bleue, pas trop bon défensivement. Mais il y a des trucs, c'est facile, puis d'autres, c'est plus compliqué à définir. Bon, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé à Lausanne, c'est l'arrivée en défense de Makaï Holdener. Ah ouais, mais lui. Il a joué en défense toute la semaine passée. Oui. Apparemment, Même depuis le retour de Garnat. Oui, il s'est entraîné ils l'ont mis à l'entraînement pendant la pause des Jeux Olympiques en défense. Et puis, dès le premier match de la semaine passée à Ambry, Makaï Holdener en défense. C'est une reconversion, Steph, t'en penses quoi, ou Pascal? Écoute, en tout cas, c'est étonnant. Hein. C'est un joueur, en attaque, c'est un joueur de profondeur. Il n'a pas le talent pour être sur un top 6 et il n'a pas de qualité non plus pour être sur une quatrième ligne. Il est un peu entre deux. Donc s'il peut réussir à prolonger sa carrière en National League en se reconvertissant, il y a d'autres joueurs avant lui qui sont passés par là. Hein. Les frères Randeguer qui ont, pour aller très loin, les frères Randeguer, eux, ont fait les deux. Hein. Ils ont fait attaque-défense, ils ont changé. Arnaud Jacquemet, pas loin à Genève. Cast. Joël Genadzi, Tim Cast, même si maintenant il rejoue en attaque, on a des exemples d'attaquants qui passent en défense et qui le font bien parce qu'ils ont un sens du jeu d'attaquant qui leur permet d'anticiper certains mouvements. C'est ce qu'a fait aussi la force de Genadzi quand il est passé en défense, c'est qu'il pouvait anticiper certaines décisions d'attaquant grâce à son passé d'attaquant. Ces gars-là, comme Genadzi, c'est un très bon exemple, Pascal Genadzi. Holdener, c'est quoi sa qualité dominante? Pour moi, c'est son sens du jeu. Il est très intelligent. Il voit le jeu. Ce qui lui manque, lui, pour jouer pour un top 6, pour être un joueur suisse top 6 de National League, c'est du gabarit. Parce il est frêle, le garçon. C'est pas, il est grand, mais il n'est pas très épais. Il n'est pas très épais. Il n'a jamais été très épais. C'est un gars qui n'est pas une masse naturelle. Hein. Voilà. Et puis, il n'a pas peut-être le coup de patin, etc., la technique suffisante pour être, même s'il est pas mal, hein, pour être top 6 dans cette ligue-là. Puis top bottom 6, ben, tu l'as dit, c'est pas un joueur de rôle, c'est pas assez costaud, etc. Et sa qualité dominante, c'est son sens du jeu. Puis regardez ce qu'il a fait en défense à Lausanne. Il est excellent avec la rondelle. Quand tu es un gars qui a le sens du jeu en défense, tu fais des bons choix avec la rondelle. Puis ça paraît, quand en défense, tu fais des bons choix, on le voit, une bonne passe, et tout à coup, donc ça, avec la rondelle, il est excellent. Là où il a un problème, et ça a toujours été le problème de Genadzi, même si c'est à un autre niveau, c'est sans la rondelle. Quand il a joué contre une équipe plus faible, quand ils ont joué contre qui la semaine passée? Contre Ambry, ils ont attaqué toute la match. Il a super bien paru contre Ambry parce que Lausanne était en possession de la rondelle la majeure partie du match, puis a joué en phase d'attaque. Ils n'ont pas été coincés dans leur zone. Il n'y a pas de gros attaquants adverses à contenir, etc. Holdener, ça a été beaucoup plus compliqué contre Fribourg parce que contre Fribourg, ils ont dû défendre. Et puis là, comme tu es attaquant, puis là, tu dois défendre les 1 contre 1, les choix de jeu, pincher, pas pincher, contenir ton gars, boxer out, cross-check devant le but. Là, dans cette phase-là, Holdener, ça va être compliqué. Ça a toujours été compliqué pour Genadzi. Défensivement, Genadzi, parler à tous les coachs, ils vont vous dire Genadzi, il fait des grosses bourdes défensivement, mais il est assez malin pour cacher un petit peu ça parce qu'il est super bon avec la rondelle.
Mais défensivement, c'est comme Romain Lefebvre, ce pas des super joueurs défensifs, mais ils sont tellement bons que la rondelle que ça compense. Mais Holdener, c'est ça. C'est une réplique de ces gars-là à un autre niveau. C'est que défensivement, quand il n'y a pas la rondelle, Holdener, contre les grosses équipes, pour ça qu'en play-off, je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir jouer en défense de façon régulière parce que ça va être plus physique, il devra contenir des joueurs plus puissants. Ça va être plus compliqué. Par contre, quand il y a la rondelle, je suis persuadé qu'il peut faire le job. Est-ce que c'est viable à long terme? Je ne sais pas. Stéphane, je te pose une colle puisque tu parlais playoffs. Kruger ou Holdener? Moi, je pense que Kruger va être plus utile en play-off parce qu'il peut jouer la carte physique. Et puis, à 4 contre 5, c'est un joueur de rôle. Mais avec la rondelle, il y a c'est 1 sur 10 pour Kruger. Il n'est pas bon avec la rondelle. Il ne patine pas. Avec la rondelle, oublie ça, c'est une patate chaude. Tu lui donnes la rondelle, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va s'en débarrasser, il va chipper le long de la bande, il va s'en débarrasser. Il a aucun. Le sens du jeu, c'est hyper limité. Lui, il est dans cette ligue-là depuis des années parce qu'il peut jouer physique, il a donné des bonnes mises en échec, 4 contre 5, bloque des shots. Holdener, c'est à l'opposé. Alors, ça va dépendre contre qui il joue, mais si on s'en va vers un Lausanne-Zurich, je vous garantis que Kruger pourra prendre plus de services qu'Holdener. Holdener ne pourra pas jouer contre Malgin, ne pourra pas jouer contre André Gatto. Beaucoup plus d'expérience aussi. Ça va aller trop. Ben oui. Et même ça va être compliqué, Kruger, les pieds défensivement, etc. Mais il a quand même plus d'expérience, puis il va pouvoir un peu déranger tout le monde, puis faire mal. Mais Holdener, non, ça va aller un petit peu vite. Et puis psychologiquement pour l'adversaire aussi, je pense que c'est pas la même chose. Tu arrives dans la zone, c'est Kruger ou c'est Holdener, tu n'appréhendes peut-être pas ton action là même. Ben, tu as peut-être plus peur d'un Kruger. Ben, c'est sûr. Je vais peut-être pas aller frotter le gardien, je vais peut-être pas aller me mettre un coup dans les jambières, je vais rester un peu plus tranquille, quoi. C'est ça. Kruger, vous avez vu l'autre jour contre Fribourg, quand il a pété les plombs, là, puis il s'est mis à taper sur Bikoff, là. Ben, ça, il peut le faire. Holdener, il va pas faire ça, c'est pas son rôle, ça n'intéresse pas. Mais moi, je l'aime beaucoup, ça, Holdener. Je pense que c'est un gars de profondeur qui peut être super intéressant, qui peut te rendre service tout à coup sur une troisième ligne ou même sur un deuxième powerplay à la rigueur un soir. C'est un joueur d'utilité, puis c'est un joueur que les gars aiment bien. Il paraît que c'est un super bon kid. Hein. C'est un petit gars intelligent. Moi, Yves Sarrault l'a coaché. Il m'a dit... Yves Sarrault et d'autres gars, ils m'ont dit que c'est un gars, il est super, quoi. C'est vraiment... C'est un petit roman en plus, là, qui parle français, donc pourquoi pas. Et son papa est agent, hein? Son papa est agent, les gars. Oui, c'est son agent. C'est aussi l'agent de Damien Ria, notamment. Oui, c'est ça. Donc, mais c'est un super bon kid. Moi, je suis content pour lui. J'ai toujours bien apprécié en Ligue B. Je l'aimais bien. Quand il a joué à Chaux-de-Fonds, tout ça, j'aimais bien. J'ai toujours bien aimé. Puis c'est un gars qui est facile à coacher. Donc, ça vaut de l'or, hein, pour les entraîneurs. Eh ben, on verra ça en play-off, on verra ça aussi la saison prochaine, peut-être pour Mikael Holdener, le développement défenseur. Il nous reste plus que 2 rubriques, messieurs. On va commencer par le joueur du week-end. Alors on va tricher un tout petit peu sur le joueur du week-end parce qu'on n'a pas eu, on a eu de la difficulté à choisir entre nous. L'ex-joueur du week-end. Voilà, c'est l'ex-joueur du week-end ou l'entraîneur du week-end si vous voulez. En fait, on fait comme avec Rapperswil quand on avait mis Stéphane Edlund pour féliciter Rapperswil des performances. On avait quand même envie de souligner la fin de série d'Ajoie et le fait que le changement d'entraîneur avait permis de retrouver le succès pour le HCA. Donc on a décidé de nommer Julien Vauclair comme homme du week-end. Comme ça, on vexe personne. Au final, messieurs, un avis? Jérôme? Julien, il a réussi à remobiliser une équipe qui était à l'agonie, puis qui a absolument plus rien à jouer dans ce championnat, si ce n'est montrer l'orgueil des Jurassiens. Et puis, il a 2 matchs, une défaite, une victoire. Donc, j'espère pour Julien que ça va continuer. Et puis, qu'Ajoie pourra encore gagner quelques matchs déjà pour bien finir cette saison. Et puis, se dire qu'on a envie d'aller dans la prochaine saison. Parce que si tu finis bien cette saison avec Ajoie, les gars, ils auront plaisir à se retrouver cet été pour s'entraîner. Ouais. Et puis, ils auront envie de recommencer le championnat en septembre. Par contre, si tu finis... Par exemple, s'ils avaient perdu contre Zurich, si tu finis avec 25 défaites de suite, tu te dis déjà, l'année prochaine, ça va être long. Par contre, si tu finis bien la saison, tout à coup, ça peut lancer le truc, puis tu auras plaisir à te voir cet été, tu auras plaisir en matchs amicaux, puis tu auras plaisir à commencer la saison 2022-2023.
Pour l'ambiance, pour la saison estivale, c'est tellement important qu'ils gagnent quelques matchs jusqu'à la fin de l'année. Tu as tellement raison. Parce que sinon, s'ils finissent l'année en roue libre, là, ça va cogiter tout l'été et puis dire c'est pas... quelques victoires ou quelques points ici et là, quelques bons matchs, même si tu perds 4-3 une fois ou l'autre, etc. D'être dans le match, puis de figurer, puis de se dire finalement, regarde, il ne manque pas grand-chose, si ça. Tu peux construire là-dessus, sur la confiance des gars durant l'été. Et c'est vraiment important là, ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année. Là. Mine de rien, je pense que Julien Beauclair joue gros, pas son poste, mais il joue gros dans l'ambiance les semaines à venir. L'ambiance du club, oui, pour son équipe, l'ambiance du club en général. Et on espère que ça va mieux se passer pour eux là, jusqu'à la fin de l'année, là, qu'ils vont faire des matchs intéressants. Malheureusement, quand tu vas rencontrer des adversaires qui sont impliqués dans une course, mais là, c'est pas la bonne configuration. Mais bon, on se croise les doigts pour eux. Voilà pour l'entraîneur, l'homme du week-end. On passe maintenant au programme de la semaine. Programme qui est extrêmement chargé, on n'a pas pu tout vous mettre sur le tableau. Ça commence dès ce soir avec Bernard Joie depuis la Postillance Arena, ce sera sur MySports 2 demain, journée complète de National League. On sera comme match studio sur Ambry Genève, mercredi de nouveau de la National League avec les déplacements de Fribourg à Zoug et de Bienne à Davos. Jeudi, grosse soirée à la fois virtuelle et réelle. Ça commence à 17h sur Facebook avec Overtime NHL avec Jonathan Fillon. Puis ensuite, vous pouvez choisir si vous voulez rester sur le web avec la e-National League sur notre chaîne Twitch ou de suivre la Swiss League, puisqu'il y a le déroulement de la fin de la saison avec ces shows de fond à Langenthal, au champ de fond qui reçoit Langenthal, ce sera sur MySports One, et puis ou la National League avec c'est que je me retrouve dans mes notes, c'est Lausanne-Lugano. Pour la e-National League, c'est Ajoie contre Langnau, pour ceux que ça intéresse. Vendredi, il y aura 3 matchs de National League, mais pas de studio. Samedi, retour du studio, on sera sur Lugano-Fribourg. Et puis après Backcheck le talk, vous pourrez voir la deuxième partie du repas d'équipe consacré au centenaire du Lausanne Hockey Club. Et puis enfin dimanche de nouveau une belle journée de hockey sur glace. Ça commence avec Berne-Rapportville dans l'après-midi à 15h45. La finale de la Coupe Dame avec peut-être Neuchâtel qui est encore en course. Les demi-finales auront lieu samedi. Il y aura de la NHL avec le match entre les Devils et les Blues à 19h. Et le soir, il y aura encore le documentaire 100% Brie. Voilà, je peux reprendre mon souffle. On est arrivé au bout de ce programme. Il n'y a que ça, Pascal. Il n'y a que ça cette semaine. Ouais, on t'a pas rajouté de la formule et ce week-end, hein, ça aurait été pas mal. Non, la formule, c'est début avril, je crois. Donc voilà, il y a plein de choses à voir, à suivre. Soyez attentifs. Stéphane, ton micro est coupé, donc... Je fais des théories, hein, je prêche dans le désert. J'ai dit ceux qui aiment le hockey, c'est à MySports que ça se passe, les gars. Ils sont servis cette semaine. Ah, cette semaine vous êtes servis. C'est un bon entraînement aussi pour les playoffs pour nous, pour vous, puisque avec les playoffs de Swiss League, les playoffs de National League, il y aura du hockey également tous les jours à partir de mi-mars. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé dans le chat. Vous avez été nombreux, plein de commentaires. On n'a pas évidemment, comme à chaque fois, pas pu tous les prendre. Merci également à Jérôme, à Stéphane d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle que d'ici quelques instants, vous pourrez revoir celle-ci sur Facebook, dans l'après-midi sur YouTube pour la partie vidéo. Dans l'après-midi, vous pourrez également retrouver les versions audio sur Spotify, SoundCloud ou Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur ces plateformes. Pour le détail des matchs, les chaînes, tout ça, ce sera sur... Facebook, Twitter, Instagram, n'oubliez pas non plus de nous suivre sur ces canaux pour avoir toutes les informations. Et puis si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager, mettre un pouce vers le haut, laisser un commentaire sur YouTube, sur Facebook. On est toujours au plaisir de vous lire. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine au hockey sur glace avec MySports. Et puis on vous donne rendez-vous lundi prochain pour le prochain épisode d'Overtime. Bye bye. Bye bye. Ciao.